La prospective, moi je dis souvent, c'est des futurs avec un S. On a tous dans la tête une vision de ce qui est le futur, avec une ville, des autos volantes, puis tout le monde a un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ça peut être ça le futur, mais ça peut aussi être autre chose. Ça pourrait être même pas de ville. C'est quoi les problématiques qu'on voit avec la surconsommation et la surproduction dans la mode? Beaucoup de la ultra fast fashion, donc Shein et Temu qui viennent inonder le marché. Je suis pas tellement d'accord avec ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que leur processus de développement design, conception du vêtement, est souvent copié par des petits artisans. Donc, j'achète des t-shirts parce que, tu sais, c'est canadien. C'est même pas fait ici. C'est pour ça que je dis, faut regarder les étiquettes. Et justement, qu'est-ce qu'on regarde? Alors, dans l'étiquette de gauche, c'est obligatoire d'être inscrit le fabriqué en. Une autre information qui est très importante, c'est la composition du vêtement. Tu décris exactement là où je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. C'est comme quand tu achètes quelque chose à l'épicerie, puis c'est écrit sans gluten. Bon pour la santé, puis finalement tu le revires, puis tu sais pas lire toute la liste d'ingrédients. Cet épisode est présenté par Unirecycle, un acteur majeur au niveau de la récupération et du recyclage des appareils électroniques. Ils collectent gratuitement les appareils électroniques dans les entreprises, suffit de les contacter. Il faut dire qu'ils misent d'abord sur le réemploi et c'est une entreprise qui redonne énormément à la communauté. Merci à Unirecycle de contribuer au rayonnement de Ça va mieux qu'on pense. Bonne écoute! Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion. En direct des studios, bien entendu, aujourd'hui à Ça va mieux qu'on pense, on reçoit une chargée de cours à l'UQAM, une autrice et une éco-futuriste. Restez avec nous autres, là. Restez avec nous autres, vous allez voir, là, ça va embarquer éco-futuriste. Ça fait-tu peur, ça, éco-futuriste? Marie-Michel Larrivée qui est avec nous aujourd'hui. Merci de l'invitation. Bien, bienvenue. Là, je suis sûre qu'éco-futuriste, on a déjà beaucoup de gens qui se questionnent. Mais on va débuter avec ton livre. On va parler de ton livre qui s'appelle « Rien de neuf ». Parce que tu es chargée de cours à l'UQAM à l'École de design de mode. C'est bien ça? Oui, l'École supérieure de mode, oui. L'École supérieure de mode, merci. Puis, ton livre, dans le fond, c'est Rien de neuf, c'est pour promouvoir d'arrêter de consommer, finalement. Du neuf, c'est ça. Du neuf, oui. Mais qu'est-ce qu'on dit au monde? Parce que là tout de suite, là, on vient des poignées, éco-futuriste. Éco-futuriste, puis là, on dit arrêtez de consommer. Là, les gens, ils écrivent en commentaire, tu vas tuer l'économie. Bon, on répond vrai, quoi avec ça? Point. Bien, il y a plusieurs façons de faire rouler l'économie d'une différente façon sans nécessairement posséder ou faire l'acquisition d'objets chez soi. Hein? On a des modèles là, qui sont assez présents, là, l'autopartage et autres modèles que ça fait quand même rouler l'économie. On fait quand même rouler des autos, mais on ne la possède pas nécessairement. Donc, c'est un peu... Le livre, l'objectif, c'était de montrer toutes les autres solutions qu'on a autres que le neuf qui sont à notre portée. Mais tu parles aussi des 5 alternatives de consommer. Là. C'est quoi les 5? On va les rappeler. Là? L'échange, l'emprunt, le don. Fait que demander à quelqu'un qui nous donne quelque chose. Mais donne, je n'ai pas d'argent avec ça. Là. Non. OK. Il y en a un qui ne fait pas d'argent. OK. La location puis la seconde main. Oui. Louer, en fait. Puis c'est drôle, hein, parce qu'on louait beaucoup avant. Tu sais, moi, quand j'étais jeune, on louait des films. À cette heure, on achète des films. Non. Sur Apple, machin, il faut payer 14$ pour regarder le film. Non, mais les Netflix de ce monde et Apple TV de ce monde, c'est l'économie d'accès. Oui. En fait, là, c'est une plateforme où tu payes tant par mois. Puis là, comment tu appelais ça, une économie d'accès? Accès. L'accès à toutes ces choses de divertissement, en fait. On paye pour avoir un abonnement. On paye l'abonnement et non, on paye le film. On paye l'abonnement pour avoir l'accès au film. Ouais. Ben, c'est un peu le même principe, dans le fond, que quand on allait au club vidéo et on allait louer la cassette. Là. C'est ça. C'est un peu la même affaire. Je sais pas au niveau des droits d'auteur, par exemple, comment ça marche, comment c'est distribué. Netflix semble pas être une organisation très généreuse. Je pourrais pas me prononcer. Non, mais... Je peux me prononcer sur les droits d'auteur de livres, par contre. Oui, parle-moi de ça. C'est-tu bon, ça? Mais pour revenir sur ton livre, justement, là, c'est un guide pour une consommation écologique et économique et engagée. Fait que là, en écrivant ça, toi, tu avais déjà, évidemment, des connaissances à ce niveau-là, puis tu as voulu les mettre dans un livre. Qu'est-ce qui était important pour toi de faire ressortir dans ce livre-là? C'était d'étudier des connaissances. Ça avait vraiment d'un projet personnel. À un certain moment, j'ai réalisé que j'avais quelque chose à dire. Okay. Mais je n'ai pas... moi, j'ai pas de maîtrise en développement durable. OK. Ça, c'est un jour. Peut-être j'aurai d'autres diplômes. T'as pas besoin de ça. Lâche prise. Lâche prise. T'es déjà adéquate. Tout va bien. C'est fin. Merci. Je t'entends.
le fait que ça vient vraiment comme d'un parcours qui est plus personnel, tu sais. Puis je me suis dit, peut-être qu'à un certain moment, je peux mentionner aux gens comment est-ce que moi je l'ai fait. Fait que peut-être inspirer d'autres gens à, justement, avant d'acheter sur des plateformes qui viennent en 24 heures, peut-être juste se donner un petit moment puis énumérer toutes les options. Fait que le livre, il couvre autant des outils, des vêtements, des meubles, la déco, un peu tout, là, même l'équipement de sport, le plein air, qui est quand même une grande tendance en ce moment. Là, le outdoor, c'est assez présent. Ouais. Donc, je pense que c'était plus dans l'aspect de donner vraiment plus de possibilités puis d'opportunités, puis de voir toutes ces options-là qui s'offrent à nous. Un exemple qui est assez facile, là, c'est la bibliothèque, où est-ce qu'on peut emprunter, oui, des livres, mais on peut emprunter aussi bien d'autres choses maintenant. Des graines dans certaines bibliothèques, des outils, des jeux, des albums de musique. J'ai vu un vélo d'équilibre, des casques, j'ai vu la bibliothèque. Lecteur DVD. Wow. On a plein de choses. J'ai emprunté l'accès à une machine à coudre dernièrement à ma bibliothèque de quartier. Ah, c'est cool, ça! Fait il y a, tu sais, de plus en plus, je pense qu'on le voit que, on a prise de conscience que nos objets, on n'a peut-être pas besoin de les avoir chez nous, chacun chez nous. Oui. C'est vrai. Les posséder en tout temps. Tu sais, fait que tout cet aspect-là, je pense qu'il y a... Puis il y a des beaux modèles à l'étranger, puis ici aussi. En Finlande, il y a une bibliothèque où est-ce qu'on peut emprunter ce qui part, là, le kombucha, là. Oui, le champignon mer là, qui appelle. Là. Ça commence par S, là, mais Ouais. on peut emprunter ça dans une bibliothèque là-bas. Tu portes tes champignons chez vous, puis tu ramènes la mer. Tu ramènes la mer, puis tu peux aussi mettre tes pots en consigne? En consigne à la bibliothèque jusqu'à temps qu'ils sont prêts. Même moi, je me rappelle, ma mère, dans le temps, faisait un gâteau de l'amitié, OK? Puis là, c'était comme une espèce... Ça ressemblait à un kombucha, là, mais c'était une affaire de levain, là. Puis là, tu partais avec ça, là, puis là, c'était un gâteau. Mais là, tu pouvais reprendre ce levain-là, puis le repasser à quelqu'un d'autre, puis là, il repartait ce gâteau-là. C'était toute une époque. Mais il y a un truc que je veux juste souligner sur ton livre qui m'a beaucoup frappé. Oui. C'est une petite vignette, c'est écrit « Ce livre peut être utilisé. Merci de le faire circuler après votre lecture. » Tu sais que c'est contre-intuitif, hein, cette vignette-là, parce que chaque fois que quelqu'un écrit un livre, là, c'est toujours « Oubliez pas d'acheter mon livre, là! Achetez mon livre! » Puis là, tu fais le salon du livre, puis tout. Puis toi, tu dis « Hey, tu peux le repasser au prochain, ça me dérange pas si j'ai pas de droit d'auteur. » Ouais. Ça vient d'où, cette idée-là? En fait, depuis le début, c'est comme un peu... Ça vient un grand paradoxe qui est d'écrire un livre, et en effet, les droits d'auteur sont seulement sur les ventes de livres neufs. Ouais. On a des droits d'auteur quand ils sont achetés en bibliothèque. Il y a aussi un programme par rapport aux droits d'auteur là, de prêt public, ça s'appelle. Mon livre ne peut pas faire partie de cette catégorie-là, mais sachez que si vous empruntez des livres à la bibliothèque, les auteurs de fiction vont recevoir un petit montant. De fiction seulement? Vrai, ça? Plusieurs catégories, là, sauf les guides. Donc, mon guide, sauf les livres de recettes, les guides. Mais plusieurs catégories vont recevoir... ça s'appelle le programme de prêt public. Ben, j'ai jamais entendu parler Moi de ça. non plus. C'est pas des montants astronomiques, non, là, moi, mais c'est une reconnaissance pour l'artiste. Le fait que, en fait, le fait qu'il soit disponible, ça veut pas en bibliothèque, ça voudrait pas dire nécessairement que ça enlève directement des ventes. Donc, c'est quelque chose je pense que c'est jusqu'à 7 000 $ là, qu'un auteur peut recevoir. Comment ils font le principe, c'est ils vont aller prendre 3 bibliothèques au hasard au Québec, je pense que c'est au Québec, pour aller faire un peu un échantillonnage. Puis si le livre est présent dans le nombre de bibliothèques, puis plus le livre est présent, plus le livre est emprunté, plus on va garder un nombre élevé de copies, et donc plus les auteurs là, de fiction et d'autres livres, des essais, ça va rentrer là-dedans aussi, vont recevoir un montant. Oh, OK. Puis un livre, là, moi, j'ai toujours été curieux. Mettons un livre là, qui va pas pire. Là. T'es pas Michel Tremblay, là. Ça rapporte combien faire ça? Au Québec, pour être best-seller, c'est entre 3 500 et 5 000 copies vendues, exemplaires vendus. Ce qui est quand même bas. Aux États-Unis, ça va être des chiffres vraiment plus hauts. Là. Pour à peu près pour leur pourcentage, là, l'auteur va habituellement avoir une redevance de 10 40 va à l'éditeur et la distribution, etc. Et 50 va au libraire, habituellement.
Là, je fais vraiment des larges généralisations. C'est les chiffres aussi qu'on voit de Radio-Canada là, qui ont sorti les chiffres. Les ventes des auteurs, là, on vit, je vais être honnête, on vit pas avec livre. Il y a des choses qui nous indiquent que des auteurs, c'est beaucoup des séries. C'est à partir de 7 livres où ça pourrait commencer à être un salaire décent. Donc, 7 livres. Il faut commencer par en faire un. Puis là, en lien avec ton emploi de chargé de cours à l'UQAM, tu t'es comme spécialisé dans la mode. Qu'est-ce qui se passe en ce moment dans la mode, là? C'est quoi les problématiques qu'on voit avec la surconsommation et la surproduction dans la mode? Bien, en fait, je me suis spécialisée en analyse tendance de mode, qui est encore plus pointue. Oui. Qu'est-ce qu'on voit dans la mode? On a vu beaucoup de la ultra fast fashion, donc Shein et Temu qui viennent inonder le marché. Ils sont venus ici à Montréal, ils ont fait un pop-up shop, là. En fait, je ne veux pas me prononcer. Qu'est-ce que t'en penses? Après toi. Je suis pas tellement d'accord avec ces pratiques-là. Pourquoi? Parce que la ultra fast fashion passe par un peu par une autre branche. Donc, tout d'abord, la conception du vêtement est faite souvent, c'est copié, c'est connu. Il y a eu des amendes pour ça. Il va continuer à en avoir. Donc, leur processus de développement design, la première étape, conception du vêtement, est souvent copié par des petits artisans. Donc, ils prennent un grand designer qui aurait passé, un designer qui aurait passé des mois à réfléchir à son design. Eux autres, ils pognent ça, ils le défont, ils refont le patron, puis ils copient. Ben, j'ai vu une créatrice de contenu qui est aussi illustratrice, que je pense sur Temu, tu peux acheter des cadres là, que tu te fais livrer. Puis, il y a quelqu'un qui avait envoyé « Hey, je pense qu'ils ont repris ton design sur Temu. » Fait que là, elle leur a écrit pour dire « C'est mon visuel, vous devez enlever ça. » Puis on dit « OK, ils l'ont enlevé. » Mais tu sais, ça n'a pas pris de temps. Là. Ils le savent là, qu'ils sont dans le tort. Là. Mais malheureusement, des fois, ils le remettent. 2-3 mois plus tard, ils vont le remettre. C'est ça. Ben, finalement, ce qu'elle disait, c'est que tous les designs qu'elle avait faits, ils se retrouvaient là-dessus. Fait que là, elle était comme, OK, elle a écrit à chaque... Mais tu sais, c'est ridicule, là. Ça veut dire, tous les petits artisans, comme tu dis, il faut qu'ils aillent vérifier pour voir. Sinon, c'est un... Comment tu fais ça? Pas un défaut de propriété intellectuelle, un vol de propriété intellectuelle, là, littéralement. Mais on pourrait-tu interdire ça? Dire au Québec, Shein, Temu, toutes ces affaires-là, ils ont trop de strike contre eux. C'est illégal de vendre ça au Québec. C'est ça, j'ai juste parlé d'une chose, là. Une pratique exécrable dans le développement. Il y en a bien d'autres. Oui, on pourrait les interdire. Donc là, la conception est faite, est copiée souvent. Après ça, ça va être utilisé des matières premières de piètre qualité. Souvent, la conception du vêtement, la couture du vêtement est faite dans des conditions aussi exécrables. Là, c'est pas juste moi qui le dis, il y a eu des choses qui ont été montrées par rapport à ça. Donc, la qualité du vêtement descend. Ce qui arrive, les gens, ils vont commander en ligne. Des fois, c'est la bonne grandeur, mauvaise grandeur. On va envoyer ça au don en pensant qu'on va envoyer ça aux Renaissances de ce monde, en pensant que ça va servir à quelqu'un d'autre. Malheureusement, c'est tellement de petite qualité, de piètre qualité, que ça arrive à Renaissance, il y a déjà un trou, il y a déjà une tache, il y a déjà une couture qui s'est défaite. Et la valeur de revente, si on pense, là, on a acheté ça à 7 €, 7 $. La valeur de revente, elle n'est pas très haute là, pour Renaissance. Donc, on pèle un peu le problème en avant. Est-ce qu'il y a possibilité de légiférer ça? On a vu qu'en France, ils s'attaquent à la ultra fast fashion en ce moment avec leur loi anti-fast fashion qui a été délibérée pendant 2 ans, qui a eu beaucoup de gossip autour de ça, mais bref, ils l'ont passé pour essayer de légiférer justement, qualifier c'est quoi ce processus-là, qu'est-ce qui peut être qualifié de ultra fast fashion, puis après ça, essayer de protéger leur héritage de la mode qui est beaucoup plus fort en France. Ben oui, ils ont une histoire. Comparativement ici, Ben ici, on en a une histoire, mais on la connaît pas tant, tu sais, mais on avait beaucoup de tisserands, on avait beaucoup on faisait des vêtements ici au Québec. Tu sais, rappelle-toi, là, Chabanel, Saint-Laurent, à l'époque, c'était très, très, très populaire. On faisait beaucoup de vêtements au Québec. Maintenant, ça n'existe plus. Mais il y avait un règlement, il me semble, où on pouvait juste laisser rentrer un certain pourcentage avant. Les quotas sont arrivés, qui ont été défaits entre 1995 et 2005. Donc, petit peu par petit peu, on a pu exporter la production. Fait que de plus en plus, parce que des fois, on a encore beaucoup de design ici. Ouais. On a encore des grands noms là, leurs sièges sociaux sont pensés ici. Dynamite, Simons, c'en est plusieurs.
ou Ouais. Aldo, etc. Ouais. Après ça, est-ce que la production est ici? Des fois oui, des fois non. Ouais. Majoritairement, pour du fast fashion, ça va être fait à l'extérieur du Canada. Mais il y en a qui des plus petits designers, là, des designers qui font à plus petite échelle, vont encore produire ici, soit dans leurs locaux à eux, ou en Beauce, il y avait un gros hub là, de production encore aujourd'hui. On essaie de rapatrier. Une partie des Canada Goose est faite au Canada aussi. Ouais. On a essayé de rapatrier C'est pas justement. à Boisbriand, il n'y avait pas quelque chose à Boisbriand? Il y avait essayé l'ancienne Ouais. GM. Là, ouais. L'ancienne GM, c'est Ouais. ça, ils ont fait quelque chose. Mais, tu sais, tu l'as nommé tantôt Simons. On va chez Simons, on pense qu'on achète québécois. Même moi, là, tu sais, sachant que tu venais, là, j'ai mis ma chemise Simons aujourd'hui. Oui. J'étais déçu d'apprendre que fuck, c'est pas fait pantoute au Québec ou au Canada. C'est ou... designé ici. C'est designé ici, mais tu sais, je veux dire, il n'y a rien de design bien funky, là, pour vrai. Là. C'est une chemise Non, mais de ça base, reste que là. c'est des personnes, c'est des designers d'ici qui travaillent. Oui, C'est ça qu'on oui, veut dire. mais Ouais. tu sais, comme j'achète des t-shirts man-made, parce que tu sais, c'est canadien. Mais c'est même pas fait ici. Fait que tu sais, je paye un t-shirt 9 fois le prix, mais en même temps, me fait un petit peu arnaquer, là. C'est pour ça que je dis souvent, il faut regarder les étiquettes. Et justement, qu'est-ce qu'on regarde? dans les Alors, étiquettes? dans l'étiquette de gauche, Oui. dans l'intérieur du vêtement, dans la tienne pourrait être un bon exemple, on va voir rapidement, et c'est obligatoire d'être inscrit le fabriqué en. Oui. Fabriqué où? Fabriqué en Chine, fabriqué au Bangladesh, fabriqué au Canada. Obligé d'être là. Donc, ça, c'est une bonne indication. Même si au col, puis iPhone, là, les iPhones Apple sont terribles pour ça. Si on retourne l'iPhone, c'est écrit « designé en San Francisco Ouais. ». Mais ça ne veut pas dire qu'il est fabriqué. Ouais. Donc, pour moi, il y a 3 buckets. Le siège social, il est où? La fabrication, elle est où? Puis après ça, ben, soit la distribution, elle est où? Ou Ouais. le Ça, c'est lieu 3 de vente. choses qu'il faut qu'on regarde. Bien, surtout pour la mode, 2 choses en particulier parce qu'on a cette information-là. Donc, le siège social de la marque, on peut le googler. Ouais. On peut aller sur un moteur de recherche puis aller voir Ouais. le siège social, il est où. Donc, là, Simons, bon exemple, siège social à Québec, Oui. une entreprise canadienne. Oui. Ici, c'est écrit Simons, puis là, c'est marqué whatever, Voilà. le pays. Dans l'étiquette de gauche, c'est là où on a plus d'informations, quant à moi. Donc, ça va faire, oui, la fabrication, fabriquée en... Ça fabriqué dit où, une celui-là? bullshit, là. Attends une minute, Qui- là. Non? Attends une minute, ça dit quoi? Chine, c'est En Chine. en Mais Chine. ça dit 75% de bouteilles recyclées. Bon, là, ça a acheté un petit peu... Ça, c'est l'autre Bonne information. conscience. L'autre information qui... Ben, il y a d'autres informations, mais ça, c'est le numéro Oui. de CA, etc. Oui. Une autre information qui est très importante, qui est obligatoire sur chaque étiquette, la même étiquette, habituellement, à gauche, encore une fois, c'est la composition du vêtement. Oui, c'est ça. C'est là que c'est marqué 75% de bouteilles recyclées. C'est n'importe quoi. Mais oui. Alors là, c'est du synthétique. Ce que, Oui. ce que ça nous Polyester. dit, c'est que c'est du synthétique, ouais, AirPET, qu'on appelle... AirPET, oui, c'est ça. C'est AirPET. polyester recyclé. L'aspect de bouteille, là, il y a d'autres enjeux avec l'aspect de bouteille, mais je vais finir Oui. mon point de composition. Ah! La composition, donc on a des fibres qui sont synthétiques, on a des fibres qui sont naturelles. Je vais garder ces 2 buckets-là plus facile. Ouais. Donc, naturel, on pourrait penser au coton, Mhm. on pourrait penser à la laine, Oui. au Au lin. bambou. Le bambou, c'est dans l'autre catégorie du milieu qui est un peu plus compliqué. Ah, OK. Ah, Euh, mais lin. Moi, j'ai lin. acheté beaucoup de chemises chez Simons en lin. Lin, 100% chanvre, lin. la ramie, qui est très peu populaire. Oh, Rami, je connais pas. On était des producteurs au Canada de ramie, mais... Oh. OK. Oui. Et la laine, ben, la laine va se découler. On va voir mérino, le coton, même chose. On va avoir modal. Donc, c'est d'autres appellations, mais qui veulent encore dire coton OK. et laine. Mérino, là, c'est-tu un trend, ça? Ça, à un moment donné, j'entendais tout le temps parler de mérino. Bas en mérino, chandail en mérino. Très pantalon. populaire dans le plein air, ça. Ouais, c'est ça, Très c'est ça. populaire dans le plein air, ouais. Ouais. C'est une un laine qui trend respire ou- bien, c'est C'est ça? ça. C'est une laine qui respire bien. Ok, c'est Elle a bien. été... oui, c'est bien parce que ça nous garde au chaud l'hiver, puis ça nous garde au frais l'été. OK. Fait que des bas en mérino pour aller en Gaspésie, c'est bon. C'est bon. Mais là, t'as dit le bambou. Tantôt, elle a dit bambou, Bianca. Puis toi, t'as dit, oh, ouais, yeah. Ouais, cellulosique. Là, je veux pas mélanger. Le tout quoi était quoi? la fibre cellulosique. Ça vient La d'un- fibre d'un arbre. cellulosique. La fibre cellulosique, ouais. Ben, du papier puis du carton, c'est une fibre cellulosique en passant. Savais-tu? Papier carton. Oui, c'est fibre cellulosique. Mais on fait pas de vêtements avec ça. Non.
Mais ça fait partie d'une fibre cellulosique. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est que c'est un hybride entre du synthétique puis du naturel? Exact, parce qu'ils pourront pas... Exact, c'est comme un hybride. Ah, OK. Même s'il marque 100% bambou, c'est 100% de bambou dans le pourcentage du... Bon, là, c'est très dur de faire des généralités, je suis désolée. Je sais que vous voulez des réponses. Non, mais on en jase, on connaît pas ça. Mais en fait, le bambou, ils vont insérer de la fibre synthétique au sein dans... Ben, ça dépend de quel... Pour qu'il soit, par exemple, qui s'étire, mettons. Ça va être difficile pour un bambou de s'étirer. Non, mais des bas. Des bas, ça s'étire. Moi, j'en ai des bas en bambou, là, puis ils s'étirent un petit peu. Il y a un petit peu de spandex dedans. Ben, donc, c'est une autre fibre. Spandex, ça, c'est mais c'est bambou. Synthétique. C'est marqué bas en bambou. Ben, il y a du puis spandex là, il y a dedans. 5% de spandex. Ben, c'est ça. Mais ça, c'est intéressant parce qu'en fait, sûrement, dans l'étiquette en haut, il est écrit bas en bambou en gros. Oui, c'est ça. Puis après ça, quand on regarde la petite étiquette de gauche ou à l'intérieur des bas, où on retourne l'étiquette, on va voir la vraie composition. Tu décris exactement là où je me suis rendu compte que je m'étais fait avoir. Exactement. C'est du gros marketing, là, on va se le dire. C'est comme quand tu achètes quelque chose à l'épicerie, puis c'est écrit c'est bon pour la santé, puis finalement tu le revires, puis tu sais pas lire toute la liste d'ingrédients. T'sais. Exactement, oui, exactement. Fait que c'est un peu le même principe. J'utilise souvent l'exemple du sac de chips. Ouais. Le sac de chips Lay's. Le siège social de Lay's n'est pas au Canada. La patate peut venir du Canada. Oui. Souvent, les patates de Lay's viennent du Canada, en Ontario, au Québec. Et après ça, sont fabriqués, transformés entre patates et chips en banlieue de Lévis. À Lévis, il y a quatre industries apparemment. Qui font des Lay's. Qui font des Lay's. Donc, ce n'est pas un produit 100% canadien, mais là encore, là, dans nos 3 piliers, siège social, fabrication, matières premières, on peut un peu juger de combien est le niveau de Canadien là-dedans. Mais ça, c'est de la charge mentale pour les gens, je trouve. Ben non, c'est pas de la charge mentale. Moi, je pense que c'est plus de l'éducation. Moi, je trouve ça intéressant d'être capable de faire « Haha, tu m'auras pas, moi, je comprends qu'est-ce que tu essaies de faire. » je trouve que c'est compliqué. On dirait qu'ils ont comme tellement mis des trucs que, tu sais, je veux dire, moi, mettons l'épicerie, là, tu sais, où tu t'as dit tantôt, il faut lire les étiquettes. Attends une minute, j'ai pas 4 jours pour faire toutes les 12 rangées, moi, là. Ben oui, mais t'es pas obligé d'acheter du processed food non plus. Ben non, j'en achète pas, moi. J'achète les bouts de rangée. Mais tu sais, ça, c'est comme quand tu rencontres quelqu'un puis qui se met sur tous ses plus beaux attraits, puis toujours bien habillé. Tu parles-tu d'expérience? Puis tout ça, puis finalement, tu te rends compte que la personne, elle n'a pas le cœur vraiment à bonne place, tu sais. C'est comme, je pense que c'est la même chose. Oui, mais crime, c'est angoissant, je pense. Faut tout retourner nos étiquettes et nos ex. Faut tout retourner. Ouais. Oui, puis là, tu comprends pourquoi c'est un ex. Fait que là, tu disais, là, si je reviens au fait que tu disais, on avait la fibre naturelle. Ouais. Il y a comme le hybride, ouais, où le bambou souvent vient se mêler, puis tu as la fibre synthétique. C'est ça. Y a-t-il une fibre synthétique qui est mieux qu'une autre? Comme c'est quoi le problème entre l'un et l'autre? Tu sais, parce que mettons, de la fibre naturelle, souvent, on va entendre « Ouais, mais tu sais, les champs de coton, ça peut créer aussi des problèmes. » 10 000 litres d'eau par une paire de jeans. Oui, puis la jeans va faire 1,7 fois le tour de la Terre avant d'arriver à la revente. Oui. Je pense qu'il y a, encore une fois, je peux pas généraliser. Non. Il y a des layers. Ouais. Fait que même sur une fibre, OK, disons qu'on va prendre le coton. Même si on récolte le coton, en effet, il y a beaucoup d'utilisation d'eau. Il va y avoir des pesticides. Il y a la monoculture, ça amène des enjeux. Ouais. Sur la fibre de coton, on va peut-être l'enduire de quelque chose, puis sûrement qu'il va être teint. Oui. Ah ben oui, le jean il est bleu, le coton il est blanc. C'est même pas blanc, le coton. C'est un genre de jaune, brun. Ben, OK, ouais. Quand on regarde, c'est un genre de jaune, puis des fois, on voit même la fibre là, qui est un peu grège, là, qui s'est un petit peu mis à l'intérieur. Donc, on va le blanchir même, le coton blanc. Il va être blanchi. Donc, même sur une fibre, je peux pas dire une fibre parce qu'après ça, il y a des traitements qui vont être appliqués. Mais en effet, habituellement, les fibres synthétiques vont prendre beaucoup plus longtemps à se décomposer qu'une fibre naturelle. OK. Je vais donner un exemple. Puis là, je vais peut-être recevoir des rushs des personnes qui sont véganes. Par exemple, le faux cuir ou simili-cuir. Oui. Ce qu'on a aussi appelé cuir vegan. Oui, comme le cuir de pomme, le cuir d'ananas. Moi, j'ai des souliers en cuir d'ananas. Oui, ça, c'est une autre catégorie. Ça, c'est plus les cuirs à partir de plastique que tu veux dire, là, c'est ça? Cuir à partir de plastique, oui. Ouais. Comme le simili-cuir, c'est un cuir qui est comme... Ben, c'est pas un cuir, c'est un textile qui est enduit
de quelque chose de synthétique. Oui. Ça va prendre 200-300 ans avant de commencer à se désagréger. À l'inverse, si on veut aller dans le cuir qui vient d'un animal, il y a 2 types de traitements. Là, encore là, il va y avoir de la teinture. Hein, du cuir ne vient pas shiny, noir dès le départ. Non. Donc, il va y avoir un après qu'on va mettre par-dessus. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle le cuir tanné végétal. Donc, c'est tanné avec du bois et d'autres matières naturelles qui, eux, vont pas mettre un espèce d'enduit. Donc, le cuir, lui, va prendre beaucoup moins de temps à se décomposer que le simili-cuir prendrait. Fait que le best, c'est d'acheter un vrai cuir, mais en friperie. Exactement. Un manteau d'agneau. Seconde main. Un manteau d'agneau, mon Dieu, ça va t'en prendre une coupe d'agneau. Non. Le cuir d'agneau, là, c'est très raffiné. Là, c'est un cuir très fin. Puis, j'avais ça quand j'étais jeune. C'est résistant. Ouais, Tout cuir et fourrure, c'est hyper résistant. Pourquoi je penche beaucoup sur la seconde main de cuir et fourrure, c'est parce que aussi c'est réparable. Bon, on perd de plus en plus l'expertise, là, mais c'est aussi réparable. Le simili-cuir, s'il y a un trou dans le simili-cuir, on va falloir réappliquer une grosse couche de colle. Là. Ça marche pas. Le cuir, on peut mettre une patch, on peut coudre, on peut mettre des choses par-dessus, puis on peut vernir, on peut venir pas ressabler, mais on peut venir mettre un petit après par-dessus pour lui redonner de la valeur. Fait que je tente plus d'aller vers des matières qu'on dit nobles ou naturelles parce qu'elles sont aussi plus faciles à réparer par la suite. Des chaussures de cuir, plus faciles à réparer par un cordonnier que des chaussures en simili-cuir. Oui. Simili-cuir, ils vont dire rien à faire avec ça. Puis à l'époque, on avait des souliers en cuir avec des semelles en cuir puis des talons de bois. Tu allais chez le cordonnier puis vous faites réparer ça 500 fois. Mais là, je veux pas l'oublier, là, le cuir de pomme puis le cuir d'ananas. Là, bonne question. Je veux qu'on revienne là-dessus. Oui. C'est très tendance en ce moment. Moi, je vois beaucoup des entreprises, même québécoises, là, qui se lancent là-dedans. Puis moi, je trouve ça honnêtement très intéressant. Là. C'est ingénieux. C'est très intéressant. Ce qu'on doit dire, par exemple, c'est pas du cuir. C'est du textile de pomme, textile d'ananas. Mais ils appellent ça de même, les autres, cuir de pomme. Par exemple, Pignatex, c'est pour Pigna pour l'ananas textile. Parce qu'on peut pas utiliser cuir étant donné que c'est pas ça vient pas d'un animal. Moi, je t'annonce que sur l'étiquette des souliers que j'ai achetés, c'était marqué fait de cuir d'ananas. Oui, mais c'est du marketing, Greg. Mais c'est encore fait pogner. Moi, je pensais que je savais quelque chose. Là, ce qui est le fun avec cet épisode-là, c'est que vous êtes témoins que je sais rien. Ça, on est rendu à saison 4. Et là, maintenant, la preuve est faite. Je ne sais rien. J'apprends. Oui, c'est super intéressant. Cure de pomme, on en voit le cure de pomme, cure de bambou, cure de bambou. Textile d'ananas, textile de pomme, il y en a plusieurs. Beaucoup. Pêche. Pêche, j'ai jamais vu. Mais dans le fond, c'est que velours. ça devient-tu comme un... Parce que moi, je les ai pas vus, là. C'est faux textile, c'est textile/cuir, là. Non. Mais ça a-tu vraiment la texture d'un, mettons, simili-cuir? Il y en a que oui, il y en a que non. Puis, est-ce que le but, c'est d'imiter? Je suis pas sûre. Tu sais, comme que le fini soit exactement pareil comme un cuir. Non. Je pense que l'objectif, c'est que en créant ça, c'est de trouver des alternatives au textile qui polluent. Mm-hmm. Fait que souvent, ça va être... certains des projets là, qu'on voit, c'est en économie circulaire aussi. Ça réutilise des restants de d'autres choses. Par exemple, l'ananas, c'est la feuille d'ananas qui n'est pas utilisée. C'est ça qu'on utilise comme pour fibre. J'avais pas pensé. Pour commencer le textile. Le champignon aussi, parce que ça se répand. On a vu ça, du textile de champignon qui commence à arriver aussi. Ce qui arrive avec ces textiles-là, c'est que c'est des plus petites... Du métrage est vraiment plus petit. Oui, fait qu'il y a beaucoup de couture, donc, ou il y a beaucoup de... Ou c'est... les chaussures, c'est un bel exemple, en fait, parce qu'on a... Tu sais, ça pourrait ressembler à une feuille de papier, peut-être 2 feuilles de papier, 8,5 par 11, la grandeur maximale. Puis... Mais c'est pas des métrages comme, par exemple, un cuir là, de vache. Là, ça serait ou du coton, mettons. Tu sais, du coton, tu as du métrage. Tu as du métrage à l'infini jusqu'à temps que ton rouleau il termine. Là. C'est ça. Puis bien de l'épaisseur, puis là, il coupe ça avec un genre de laser. Là, puis, en fait, couteau, c'est des couches. Des couches de textile qu'ils mettent par-dessus pour couper le vêtement là, sur le patron. Mais ce que je trouve intéressant, on essaie de trouver des solutions autres que du textile là, qui serait fait justement sur des rouleaux, parce que ça peut être fait en plus petite quantité aussi. Fait que c'est intéressant d'explorer. Dans le sens que
à la production, tu veux dire, on n'a pas besoin d'acheter, mettons, quand tu achètes un rouleau de coton, tu es obligé d'acheter le rouleau complet, puis là, tu as peut-être des pertes si tu ne vends pas, versus là, tu peux avoir ta matière première en plus petite quantité pour pouvoir produire juste ce que tu as besoin. C'est ça que tu veux dire? Oui, puis certains des artisans, là, c'est vraiment à plus petite échelle, mais des gens en font pousser de leur textile. Fait que ça aussi, c'est intéressant qu'au lieu de juste se retourner vers le neuf, puis acheter un textile qui est neuf sur rouleau, mais on peut comme tous être un peu des chimistes, puis essayer de développer un textile chez soi. Fait que ça, je trouve ça intéressant. La seule limite, comme je disais, c'est vraiment comme le métrage, le nombre maximum de... Mais en même temps, là, je t'ai entendu dans une entrevue, tu as dit on a assez de vêtements sur la Terre pour habiller les 6 prochaines générations. Oui. C'est contre-intuitif dans mon cerveau. C'est comme d'un côté, on essaie de trouver des nouveaux textiles, des nouvelles affaires, mais rationnellement, si on arrête tout de suite la machine, là, bang, on arrête ça, 6 générations, on ne refait plus de vêtements. J'ai de la misère à jiver dans mon cerveau, là, tu sais, entre comment on pourrait utiliser tous ces vêtements-là. Mettons là, qu'on prend ton idée, là, qu'on peut s'habiller pendant 6 générations. On fait comment pour que ça se fasse? On s'habille dans le garde-robe de grand-maman et papa. On réutilise, on fait du réemploi. C'est pas vraiment une idée, c'est une statistique, en fait. C'est présent, on a assez de vêtements. Je pense que qu'est-ce qui fonctionne... Comment il faudrait que notre perspective change, c'est qu'il faut, à diminuer notre réflexe d'aller acheter directement quand on a un besoin. Je pense que c'est là où il faut que ça passe, en sachant qu'on a assez de vêtements pour tous s'habiller en ce moment. Mais en même temps, on en a parlé en pré-entrevue, là, c'est pas évident pour les gars. Ouais. Tu sais, les filles ont beaucoup plus d'occasions d'aller en friperie. Tu sais, t'as genre 30 racks de filles, 3 racks de gars, puis là-dessus, t'as 80% des chemises de construction toutes sales. Fait que, tu sais, non, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est tough pour les gars, je trouve. Bien, justement, après ça, je réfléchissais puis je me disais, est-ce que on peut pas commencer à dire, bon, ben les filles, commençons déjà. Hein? Les femmes, s'il y a plus de linge féminin, puis aussi, il y a peu de grande grandeur dans les friperies, il y en a très peu. Très peu, ouais. Donc, les femmes qui peuvent s'habiller en friperie, faisons-le. Ouais, non, je trouve que c'est un bon pas. C'est un bon pas, t'as raison. Ceux qui peuvent, on va commencer par ça. Ceux qui peuvent. Puis les autres, peut-être qu'on va générer peut-être une demande. Ouais, mais là, c'est comme de demander à une certaine partie parce qu'eux, ils peuvent d'aller... C'est comme pas égal, mettons. Ouais, mais c'est comme le don. C'est comme le don, Bianca. Tu sais, je veux dire, tu sais, si, mettons, on fait une campagne de financement, puis pour toi, c'est rien donner 100$, bien, si tu peux donner, ce qui est plate, c'est quand quelqu'un, c'est facile pour lui de donner 100$, puis il ne donne pas. Ça, c'est pas honesty. En tout cas, je pense. Ouais, je pense pas que c'est exactement la même affaire. Ben, parce que toi, t'es un gars, tu vas pouvoir aller t'acheter du linge neuf, mais les femmes, on va leur demander d'aller en friperie. Pas sûr que ça va passer, moi, auprès des auditeurs. Moi, je pense qu'il faut commencer en quelque part. Tu sais, moi, je pense que c'est une habitude qui doit changer en général. Puis, tu sais, les hommes ont peut-être plus tendance à garder leurs vêtements plus longtemps. Donc, peut-être qu'il y a moins de vêtements de qualité en friperie. Alors, moi, en tout cas, je contribue beaucoup aux friperies. J'aime mieux le dire. Mais moi, je donne tout le temps. Puis surtout à des organismes locaux, là. Tu sais, comme, j'essaie d'amener ça. Tu sais, moi, la vieille boîte de dons, là, weird, là, dans le fond d'un champ, je fréquente pas ça, moi. C'est avec un 800 quelque chose, là, que je sais pas c'est quoi. Ça, je fréquente pas ça. Tu sais, j'essaie vraiment d'aller... Fait que je me dis, ben si moi, je donne de mon linge, ça veut dire qu'il y a un gars de mon gabarit qui peut s'habiller. Fait que je suis en train de contribuer. OK, c'est vrai que j'aimerais ça, aller en friperie, mais tu sais, on l'a essayé, là, la démarche, là. Puis, parce qu'on en avait parlé dans un autre épisode, tu te rappelles, en saison 1, je pense. Puis, écoute, ça a été un échec cuisant, là. Tu sais, je veux dire... D'ailleurs, les jeans que je porte, je les ai achetés en friperie. Ces jeans-là. Ouais. Mais c'est la seule affaire, ça m'a pris 9 jours de travail. Ça veut dire que c'est des jeans à plusieurs milliers de dollars. Fait que, dans le fond, il faut démocratiser la job de styliste. Bien, c'est ça qui est... Ça, c'est un des grands freins, en fait, parce qu'en boutique, on va pas avoir le styliste, on va pas avoir... le vêtement matché avec un pantalon, parce qu'on a une unité de chaque. On n'a pas comme dans un magasin neuf où tu as le X-small, le small, le medium, le large. Puis tu vois là, le mannequin, tu dis, moi, je veux m'habiller de même. Ouais, c'est ça. Répliquer ces styles-là. Fait que c'est vrai que le styliste retombe beaucoup sur les épaules de la personne qui magasine en seconde main. Très vrai. C'est une grosse charge mentale. Ça, je suis d'accord. Non, mais pour vrai, parce que quand je magasine,
je suis un gars, fait que des fois, je vois un veston, je fais « Ah, je l'aime, moi, ce veston-là, je le veux. » Tu sais, puis là, le vendeur, il vient te voir, puis il dit « Puis tu sais qu'avec le pantalon, 9 fois sur 10, je tombe pas dans le piège. » Tu sais, mais, tu sais, c'est un peu ça aussi. Fait que c'est vrai que c'est une charge mentale encore. Mais je sais que tu habites à Terrebonne. Oui, c'est connu. Plusieurs références dans le livre. Je vais t'en envoyer des spécifiques. Oui. Puis j'ai goût de t'offrir quelque chose. Oui. Si tu as envie de venir magasiner avec moi une fois en friperie. Oui. Pour te spotter de la qualité, pour te montrer ça. Caroline, écoute, je vais le prendre. Ouais. Ben, je vais le prendre. Ouais, je vais le prendre. Sûr qu'on va trouver au moins ça. ça. Moi, je peux-tu vous accompagner? Moi, Bien filmer sûr. tout ça, ça va me faire plaisir. Oui. Bien sûr. Hey, on le fait pour vrai, puis on va le publier sur les réseaux. C'est sûr? Bien sûr, faisons-le. Ouais, OK, hey, on fait ça. OK, c'est cool. Je vais profiter de ce moment-là pour faire notre petit moment connexion. C'est le moment de notre partenaire principal qui est Enviro Connexion. Puis, on demande à tous nos invités, en fait, s'il y a une personne ou un moment déterminant dans ta vie, bien, une personne, en fait, déterminante dans ta vie qui a vraiment changé ton parcours professionnel ou personnel, qui a été, là, peut-être un mentor ou peut-être juste quelqu'un qui a comme semé la bonne graine dans ta tête pour mieux évoluer dans ta vie. Il y en a tellement. J'essayais de réfléchir, il y en a plusieurs. OK. J'ai un groupe d'amis d'université avec qui je réfléchis beaucoup. C'est toutes des personnes qui ont été formées en textile, en mode. Fait que je pense que je dirais mon groupe d'amis d'université. Mais en particulier, si je peux nommer une personne qui a comme changé un peu le cours de l'histoire, de mon histoire. Oui. Cette personne, je la connais pas, en fait. Helen Coffey. Oui. Coffey. Je vais présenter le livre comme ça. C'est une autrice. Oui, elle a écrit Zero Altitude, How I Learned to Fly Less and Travel More. Comme Zéro Altitude, c'est une journaliste de voyage qui habite en Europe, qui a décidé d'arrêter de prendre l'avion, mais de toujours continuer à faire son travail. J'aime ça, par exemple, que tu as spécifié qu'elle habite en Europe parce qu'on sait que c'est beaucoup plus facile de se déplacer sans avion en Europe. Le train va très bien en Europe, ouais, l'autobus va très bien, le métro va très bien. Nous ne pouvons pas nous vanter de ça, nous. Mais continue, fait que les options, c'est ce qui a inspiré mon livre. C'est vrai? Oui. Les options dans son livre sont justement, chaque chapitre, c'est une autre option. Faire du pouce, prendre le train, faire prendre la voiture, prendre le bateau. Donc, chaque chapitre, c'est une autre façon de se déplacer pour aller en voyage. Et puis, c'est aux 3/4 de ma lecture que j'ai fait « Oh, ben moi, depuis 2017, j'achète plus de vêtements neufs. Je pourrais bien parler de comment je n'achète plus de vêtements neufs en tant qu'experte. J'ai étudié en mode. En effet, j'enseigne dans la mode maintenant. Mais est-ce que je peux pas répliquer un peu ce modèle-là, puis transmettre ce que moi je connais, puis offrir les possibilités autres que le neuf dans le vêtement? On a étendu le livre à autre chose, là. Maintenant, c'est parce que c'est les meubles, le textile, c'est large. Puis on a rentré les outils, etc., tous les objets du quotidien. Mais elle ne sait pas. Non, c'est ça. On va la taguer. Peut-être que, je sais pas, on va... Hopefully you speak French, Helen Coffey. Vraiment intéressant. C'est ça, on peut l'acheter dans n'importe quelle librairie ici. On se le prête. On se le prête, le loue. Je ne l'ai pas trouvé nulle part. Je l'ai commandé à la Bibliothèque des Archives nationales. Puis je l'ai aussi fait une suggestion d'achat à la Ville de Montréal, la bibliothèque auquel je suis membre. Ça, c'est des choses qu'on peut faire quand on trouve... quand je trouve un livre qui m'intéresse, souvent, je vais aller faire une suggestion d'achat. Moi, je l'ai fait beaucoup pour le livre de Simon Paré-Poupard. Puis d'ailleurs, il a dit, on a vendu beaucoup, Greg, des livres grâce à toi. Fait que j'ai envoyé plein d'avis. Puis j'en ai acheté plein à du monde. Puis dire, hey, passe-nous au suivant. Puis, parce que c'est ça, quand il y a des livres marquants, il faut partager. C'est important. Parce que des fois, c'est comme elle, moi, je la connaissais pas. Là, mais est-ce que tu sais si elle a un livre audio aussi? Ça, c'est le fun, les livres audio. Il faudrait faire des recherches. On va faire des recherches, on va vous mettre ça dans la description de l'épisode. Ce que je trouvais intéressant, c'est qu'elle explique aussi le carbon capture, la capture de carbone. Elle explique comment la compensation carbone, ce qui est les bons, les mauvais coups de la compensation carbone aussi dans ce livre-là. OK. Donc pour moi, je trouve ça super intéressant. Tu parlais aussi de ta gang d'amis avec qui tu réfléchis beaucoup. Oui. Est-ce que c'est avec eux que tu fais de la prospective? Parce qu'on parlait au début de l'épisode que tu étais éco-futuriste. Oui. Veux-tu nous parler un petit peu de ce pan-là de ton travail?
C'est pas avec cette gang d'amis-là que je réfléchis sur on les salue quand même. Mais quand même, ouais, je pense que c'est la rigueur de leur pensée, puis aussi de toujours pousser puis aspirer à faire un monde meilleur, cette gang d'amis-là, je pense. Oui. Ça fait quand même partie de la prospective, de la façon que tu en parlais, de toujours penser à comment on peut faire mieux ou du moins d'avoir des options de résultats ou de projections possibles. Oui. En fait, la prospective, moi, je dis souvent, c'est des futurs avec un S. Fait qu'on a tous dans la tête une vision de ce qui est le futur. Si on va sur un moteur de recherche et on tape « futur », on va tous avoir un beau portrait bleu avec une ville, des autos volantes, puis tout le monde a un casque de réalité virtuelle sur la tête. Ça peut être ça, le futur, mais ça peut aussi être autre chose. Donc, ça pourrait être des villes vertes, ça pourrait être des gens en banlieue, ou ça pourrait être même pas de ville. Donc, ça, c'est d'autres options. Hein? On a de la difficulté à l'imaginer. Moi, j'essaie d'imaginer pas de ville, là, puis on vient de rencontrer beaucoup de maires et mairesses du Québec, puis on se dit, pas de ville. Moi, j'aimerais bien imaginer des meilleures villes. Mais... Imagine, c'est juste des communes, genre. C'est juste des communes, partout. Ouais, on a déjà vécu ça dans notre histoire. Ça n'a pas été très heureux. Ah, mais peut-être là, ça peut l'être. Oui, peut-être, mais... Regarde, c'est une option en futur avec un SKD. Non, je sais. Non, mais je garde des options ouvertes, mais je vais pas là. Fait que je pense que l'aspect de la prospective, c'est de voir qu'il y a plusieurs options, donc de voir plusieurs scénarios possibles, puis après ça, d'essayer de comprendre où est-ce qu'on est vulnérable en ce moment. C'est souvent appliqué là, dans l'aspect plus militaire, donc, OK, on peut se faire attaquer par la gauche, par la droite, par le milieu, puis par en arrière. Donc, en ce moment, c'est le cas. Donc, si on se fait attaquer par en arrière, est-ce que je suis presque, si je me fais attaquer par la gauche, si je me fais attaquer par la droite, pour être prêt, donc on augmente le niveau de préparation en ce moment pour des futurs plausibles dans le futur. OK. Dans l'avenir. Mais quand tu dis préparation, là, moi, je pense aux preppers, là. Tu sais, le monde qui se prépare à l'apocalypse, là. C'est drôle, hein, mais je pense à ça. Parce qu'il y en a qui vivent de même, là. Ils ont peur Ils ont peur que tout arrive, là. Tu sais, genre des bris d'énergie, bris de... Comment on ne cède pas à la panique quand on évalue tout ça? Ouais, c'est comme si, dans ma tête, là, en ce moment, je me dis, l'apocalypse, c'est une des options. OK. L'apocalypse pourrait, oui. En fait, une des choses de la prospective, en foresight en anglais, on dit, il n'y a pas de futur qui n'est pas plausible. Tout est possible. Tout est possible, en fait. Puis on n'a pas de données du futur. On ne peut pas analyser le futur. Donc, c'est vraiment, ça vit beaucoup dans l'imagination de tout le monde. Ça vit beaucoup dans nos têtes. Et dans l'angoisse. Certaines personnes dans l'angoisse, oui. Donc, comment est-ce qu'on tombe pas dans comme l'extrémisme? Je pense qu'il y a un aspect de... On a beaucoup eu des films qui nous parlent de l'apocalypse. Oui. On a beaucoup des images apocalyptiques. Là. On a tous les films qu'on parle de science-fiction, c'est un peu dans le futur, puis ils sont dans l'espace, puis là, ils sont contrôlés, puis c'est un peu tout le temps... Oui. Il y a toujours un problème à régler dans un film, là. C'est un peu ça l'idée. Puis le narratif, il est quand même pas tout le temps Jojo. Le narratif du futur, moi, j'ai connu la guerre froide des années 80, où on disait dans l'an 2000, on va peut-être manger des cadavres, là, dans le sens qu'il va y avoir une guerre nucléaire. Tu vois, c'est pas ça qui est arrivé. Non, je sais, mais l'histoire est en train de se répéter. Là, le monde fait comme, ouais, mais là, il pourrait y avoir une guerre nucléaire. T'sais, on recommence encore à s'énerver. Là. C'est comme si on avait de la difficulté globalement à s'imaginer le mieux au lieu de s'imaginer le pire. Oui, ça, c'est un bon point. Définitivement. Puis je pense que, pour moi, je pense que ça passe beaucoup par l'art, puis par, justement, le cinéma, les téléséries, puis comment on se fait réaliser qu'on se fait vraiment abreuver des mêmes narratifs du futur. C'est un peu de prendre le contrôle que de se dire, OK, on me dit une chose, maintenant, est-ce que je peux aller chercher autre chose pour m'abreuver du côté un peu plus positif pour pas tomber dans l'apocalypse? Ouais. Fait que je vais beaucoup... Moi, je trouve ça très intéressant de regarder comme les artistes, comment ils réfléchissent, souvent des installations, comment est-ce que... Puis là, on peut voir un peu comment eux, ils perçoivent le futur, puis aussi se challenger notre propre vision du futur. C'est un peu ça, tu sais. Il y a un bel exemple, justement, d'une artiste qui a fait une installation, encore une fois en Finlande, dans une bibliothèque. C'est des chemises peintes à la main qui sont pour emprunt.
Ah, tu peux emprunter une œuvre d'art et la porter. Exactement. Wow. Attends un petit peu. La chemise, elle est peinte sur toi? Non, elle est juste peinte, là. Elle est c'est juste, une chemise accrochée. comme ma chemise, mettons. Elle est peinte. Puis tu peux aller à la bibliothèque il y en a comme une trentaine. louer ta chemise. Trentaine de chemises, ouais. Ouais, tu l'empruntes. L'œuvre d'art. Donc, l'œuvre d'art circule dans d'autres milieux. Toi, tu es le vecteur de transmission de cette œuvre d'art-là. C'est intéressant. Puis elle est partagée. Exact. Donc, tu loues comme... Il y a une petite étiquette, tu peux louer. Oui. L'artiste s'appelle Onerva Luoma. Onerva Luoma. Donc, on peut googler ça. Ouais. Puis voir ça. Est-ce que... Moi, j'ai une question, parce qu'à chaque fois qu'on parle des artistes, moi, je trouve qu'ils manquent d'amour. Je trouve qu'on les soutient pas assez. Tu sais, si j'entends là, des gens dire « Ouais, veux-tu plein de subventions? » Puis nanana. Mais l'art, là, de toutes les époques, c'est l'art qui nous a amené à réfléchir. C'est l'art qui nous a amené à se projeter dans d'autres choses. Puis on dirait qu'on manque de respect pour l'art. On dirait qu'on voit ça comme des têtus de subventions. J'entends ça souvent là, sur les médias sociaux. Ouais. Je pense que c'est un problème de vocabulaire. Parce que l'art, en tout cas, ça, c'est ma vision des choses. L'art, c'est comme de l'art. Mais si tu penses à l'art, c'est ce qui te permet d'éduquer. L'art, c'est ce qui te permet de créer ta culture. Je pense que c'est un problème de vocabulaire. On ne l'associe pas à tout l'impact que ça a. Ah, mais je suis totalement d'accord. Puis moi, je suis le premier à dire investissons dans l'art. Tu sais, parce que c'est peut-être la plus belle vision de l'humanité. Tu sais, je veux dire, on entend une chanson qui nous touche. Tu sais, on a eu les funérailles nationales de Serge Fiori dernièrement. Je m'excuse, mais c'est de l'art. Je veux dire, ce gars-là a fait de l'art qui est significatif pour plein de générations. Puis les jeunes redécouvrent cette œuvre-là. Tu sais, je sais pas, on devrait peut-être donner plus d'amour à l'art puis peut-être écouter un peu plus les artistes. Parce que là, les politiciens, on l'a essayé. Ça n'a pas bien marché. Mais j'aime ça, l'artiste que je sais, c'est un peu extrême. J'aime ça, l'artiste que tu nommes, parce que je trouve que c'est une façon différente de justement faire circuler l'art. Ouais. Puis en prospective, mettons, c'est quoi les tendances avec l'art? Est-ce que tu as analysé cette chose-là? Il y a quelque chose en prospective qui est assez proche, là, le design spéculatif qu'on appelle. Okay. Donc, la spéculation. On peut créer une œuvre, un artefact, là, si on veut être précis. On peut créer une œuvre qui vient comme challenger quelque chose du futur. Ouais. Fait que l'écriture spéculative, moi, je fais ça dans mes temps libres, mais... C'est comme l'écriture automatique? Spéculative. Fait OK, c'est quoi la différence? Disons, on commence... on peut écrire sur une page « Mon journal 2035 ». OK. Mon journal 2050. C'est comme un vision board, mais de journaling. Un peu, voilà, c'est ça. Fait qu'on on peut écrire, par exemple, là, notre quotidien, ce qu'on espère ou ce qu'on voit qui peut arriver dans le futur. On peut décrire comme si on écrivait un journal normal, mais là, on se met à la tête si on était en 2050. Mais c'est un peu comme un romancier. C'est un peu comme quelqu'un qui écrit un roman, une œuvre de fiction. C'est de la fiction, oui, Okay. en effet. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'on peut ramener ça vraiment à l'aspect plus personnel. On a tous la capacité à imaginer. Puis en imaginant, en essayant d'imaginer le futur, ce qu'on voit de ce que les études disent sur la littératie du futur, quand on commence à comprendre qu'on peut avoir un impact, on commence à prendre le contrôle et à faire des actions. Il y a des projets à travers le monde sur augmenter la littératie du futur parce que les jeunes ont un peu une dislocation. Ce qu'on voyait, c'est que les jeunes, il y a comme le futur, puis on dirait qu'ils n'embarquent pas dedans parce que ça fait trop peur. Bien, au lieu que ça fasse peur, avec des exercices de prospective puis avec d'autres choses, justement le journaling du futur, on peut aussi se réapproprier notre futur. Parce que là, on dirait que c'est un peu hors du contrôle. On est comme, les tendances, puis ce qui va arriver, ça va arriver, puis on va tout... On pourrait-tu intégrer ça dans le cursus scolaire à l'école, d'arriver puis de dire, écoute, il y a un cours sur le futur. Ensemble, pendant la session, on va imaginer un monde meilleur, par exemple. Tu sais, si c'est un des futurs, là, mettons, toi, tu vas dire le monde meilleur, toi, tu vas faire le pire, puis après ça, on se lit ça, puis je sais pas, j'ai l'impression que ça pourrait aider
même pour l'angoisse de certains étudiants. C'est exactement ça que je pense, moi, à l'éco-anxiété qui ne fait que grandir dans les écoles primaires et secondaires. Là, comme tu disais tantôt, ça leur redonne le contrôle sur leur futur au lieu d'être comme « Ah, ça s'en vient. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas quoi faire. » Puis là, tu restes paralysé dans ton anxiété, tu sais. Je me souviens, au primaire, ils nous avaient demandé de faire un dessin du futur. OK. Je me souviens. Puis il y avait 95% des autovolantes. Fait que c'est peut-être aussi oui, faire un exercice, mais aussi comprendre qu'il n'y a pas juste ça. C'est ça. Je pense qu'on est comme un peu bloqué. Moi, j'étais dans le temps des autovolantes. Oui, c'est ça. Il y a comme un narratif qui nous est comme mentionné, rementionné, puis encore comme remis dans la tête. Fait que juste de dire, ben il y a eu des autovolantes, mais ça se peut qu'il y ait des autos flottantes, puis ça se peut qu'il n'y ait pas d'auto, puis ça se peut que, tu sais, puis construire ensemble un monde. Puis en effet, après, en voyant toutes ces opportunités, on peut choisir, tu sais, est-ce qu'on a envie d'aller vers les autovolantes? On dirait, je suis vraiment énervée de ce sujet. Je sais pas pourquoi, parce que dans ma tête, c'est comme la création à l'état pur. Ça me fait penser au film Inception avec Leonardo DiCaprio. Tu sais, quand ils se mettent à faire de l'architecture de leurs rêves, là, puis là, c'est comme ils engagent un architecte pour designer leurs rêves, puis là, ils peuvent faire un peu... J'ai l'impression que c'est un peu ça qu'on pourrait demander aux jeunes de créer. C'est comme comment tu vois ta belle vie future, puis là, on leur donne juste les outils pour le faire, puis là, tu viens d'ouvrir une porte dans leur cerveau de « Hey, c'est une possibilité », tu sais. C'est très optimiste, là. L'ONU, UNESCO travaille sur des projets de littératie du futur. L'Europe vient de partir un projet aussi sur la ville du futur, puis demande des contributions des jeunes par écrit souvent par rapport à ce qu'on veut. Justement, pour augmenter la perception d'avoir le contrôle, puis aussi, tu sais, comme de s'inclure dans le futur et non de disloquer. Puis ici, au Québec, on fait quoi avec ça? Il y en a de plus en plus. Je pourrais nommer Chemin de transition, qui est un des projets de prospective, qui, justement, travaille en environnement, qui a énuméré des scénarios, puis essaie de faire, avec les plusieurs possibilités, essaie de rentrer des actions vers les chemins, donc les chemins de la transition. OK. Donc ça, c'en est un. Montréal a fait Montréal 2050, plus en urbanisme et mobilité. Mais ça, c'est un plan, là. C'est un plan qu'ils ont mis en place, là. Oui, ils ont fait des consultations publiques pour avoir le pouls du public puis qu'est-ce que les gens aimaient le plus. Recette Québec aussi, en fait, genre de petits films, là, ou quelque chose. J'ai vu ça, là. Matérialité. La matérialité, ouais. Qu'est-ce que ça va avoir l'air dans X années? Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup sur la construction, le bâtiment, l'architecture. Je pense que les villes s'intéressent à ça. Fait que c'est peut-être un peu encore gauche, la prospective, mais je pense que ça vient... Gauche dans le mouvement droite-gauche, là, tu veux dire. Dans le sens... c'est peut-être un peu de côté. C'est pas... tu sais, c'est... Autant on parlait plutôt des prévisions financières, c'est pas autant connu que des prévisions financières. La prospective versus ça. Oui, parce que... Mais ça, c'est tellement intéressant ce que tu dis, parce que on le fait dans les prévisions financières, on le fait dans les prévisions météorologiques, on le fait dans plein de types de prévisions, même dans les tendances mode, on va appeler ça de même. Tu sais, ben là, on le sait que le Suède va revenir. Tu sais, c'est un exemple. Le brun. Puis on le fait quand on part en voyage, on le fait dans plein d'affaires, mais on dirait qu'on a de la difficulté à s'imaginer notre monde. Ça va être quoi? Tu sais, plus tard, moi, quand j'étais jeune... On imaginait qu'on allait parler à nos amis dans un téléphone, puis qu'ils allaient nous voir, puis qu'on allait les voir. Mais tu sais, nous autres, c'était impossible, là, ce que je te décris là. Tu sais, puis c'était comme, ça va être dans le futur, c'est ça. Moi, c'était pas les chars volants. Moi, c'était vraiment, on va voir nos amis quand on va leur parler. La journée où c'est arrivé, là, c'était comme, OK, là, il y a comme tout un champ de possibles qui se peut, là. Ouais. Tu sais, alors que moi, ma fille, je dirais, dans mon temps, on se voyait pas. Tu sais, la plus grosse technologie, c'était d'avoir une deuxième ligne, genre. Mais elle comprendra pas ce bout-là, là, si j'explique ça. L'interférence sur le téléphone. Oui, c'est ça. Mais dans les prospectives, il y a aussi les analyses des tendances, puis il y a différents types de tendances. Oui, on va faire une petite aparté de ça. Oui. En effet. Ben, comme le petit cousin de la prospective, c'est la prévision des tendances. Prévision des tendances, habituellement, c'est 1. J'ai parlé de futur pluriel, là. Mais prévision de tendance, on va regarder justement quand on dit là, les prévisions financières, toute la prévision météorologique. Donc, on va avoir un pourcentage proportionnel, puis on se dit, OK, ben c'est là-dedans qu'on s'en va.
il y a de la prévision de tendance en mode beaucoup. Il y a même des cahiers de tendance dans l'industrie de la mode qui sont moins populaires maintenant, mais il y a des grandes agences qui vont nous dire, bon, c'est ça le textile, c'est ça la couleur. Puis ça part vraiment d'une analyse. Là. C'est pas comme la designer de Paris qui dit « Moi, je veux que tout soit rose cette année » puis que c'est ça qui donne le ton. Ça vient d'analyse, oui, en effet. Okay. Il y a bien des gens, tout le monde peut faire ce qu'ils veulent. Là. Oui. Toutes les brands peuvent faire bien ce qu'ils veulent, mais il y a des designers qui pourraient peut-être se lever le crayon et dire c'est ça. Mais l'analyse de tendance, là, la prévision de tendance est basée sur un contexte, souvent très social. La mode, c'est hyper social. Fait qu'on va analyser c'est quoi les grands mouvements, c'est quoi que les gens sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui a l'air de pousser en ce moment. OK. Donc, pour faire une extrapolation vers la couleur, le textile et les coupes pour le vêtement. Fait que ce qu'on voit, je réfléchissais, là, justement, il y a une agence de tendance qui s'appelle WGSN qui a mis de l'avant en 2025 une de ses attitudes de consommateur qui est la déconsommation. OK. C'est une tendance, ça, la déconsommation. Comment est-ce qu'ils ont fait pour dire ce gros bucket-là, faire un gros chapeau de déconsommation? Bien, on a vu l'année dernière le hashtag #UnderConsumptionCore qui a commencé à être très, très populaire. Donc, la sous-consommation. On a vu sur les réseaux sociaux, là, de plus en plus, les gens font des défis. Défis un mois sans achat. Défis une année sans achat. Même le défi un mois sans alcool, ça peut rentrer là-dedans, limite, parce que tu consommes moins d'alcool. Ça peut. Fait que, tout cet aspect de, comme, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a des influences comme technologiques. Donc, sur les réseaux sociaux, on voit des mouvements. Il y a des mouvements sociaux aussi. Puis, on voit que l'économie est très, très instable, ce qui pousse aussi ce mouvement-là de déconsommation. Ah oui, bien c'est ça. Parce que moi, ce que j'entends beaucoup, parce que moi, je lis beaucoup les médias sociaux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Le monde dit, ouais, mais le monde là, qui dit de déconsommer, c'est juste une gang de cassés. C'est à cause de ça qu'ils disent ça. Parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la nouvelle affaire, puis qu'est-ce qu'on répond à ça? J'ai pas l'impression que les gens qui sont dans la déconsommation en ce moment puis qui en parlent sur les réseaux sociaux, c'est des cassés. C'est plus... Ce que j'ai observé, c'est que c'était beaucoup des gens qui sont fait beaucoup plus d'argent plus tôt dans leur carrière, puis là, ils sont rendus dans un bout où ils peuvent déconsommer. Ah! Okay. C'est un peu même... ça fait un bout là, qu'elle est présente, mais Marie Kondo et le désencombrement, ça vient un peu dans cette tendance-là, non? Ouais. Ça, c'est quoi tu disais, là? Ça aurait pu être compté comme un signal faible qui nous annonçait la tendance? Exact. Marie Kondo était un signal faible. Un signal faible. Mané est devenu un signal plus que faible, là. Oui. Mais c'est ça, fait que dans le fond, une tendance, quand on dit le mot tendance, je pense que ça a été très utilisé à tout et n'importe quoi. Il y a des types de tendances. On a des tendances qui sont plus macro, donc des gros changements. Après ça, on va avoir des plus micro-tendances. Dans la mode, on a des tendances saisonnières, habituellement, qui vont durer 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Donc là, ça va rouler une saison, 1 année. C'est un peu bizarre. Ça s'appelle saison, là, mais c'est, disons, 2 ans. Ben oui, parce qu'en même temps, en mode, on est rendu à quoi? 84 saisons par année, là? Très, très fractionné, oui. J'exagère, là. En temps réel. On est rendu en temps réel. Puis après ça, il y a des tendances qu'on appelle des tendances flash, donc ultra rapides, souvent chez les jeunes, souvent sur les réseaux sociaux. Il y a des choses qui vont monter, les danses TikTok, c'est des tendances flash. Voilà. Ouais. Mais tout ça, on appelle ça des tendances, tu sais. Tout ce que je viens de vous nommer, la déconsommation, le zéro déchet, le Marie Kondo, la danse sur TikTok, tout le monde, on appelle le rouge, le vert, on appelle tout ça tendance pareil. Fait que je pense qu'il y a comme... ce que je vois, en fait, c'est même par les journalistes, quand ils me posent des questions sur les tendances, c'est comme si ça, c'était tout un gros chapeau. Mais en fait, il y a différents types de tendances au sein d'une tendance. On peut-tu rendre tendance de l'environnement? Ça se peut-tu? Oui, bien, un des gros moteurs de changement qui fait évoluer les tendances, c'est les changements climatiques. Et ça fait pousser beaucoup de choses. Là, on se parlait tout à l'heure des voyages, comment est-ce que, justement, l'aspect que... En Europe, on le voit beaucoup, là, le shaming de prendre l'avion, ça a été très, très populaire. Là, il y a des choses qui sont mises en place pour réduire le nombre de vols qui sont en bas d'1 heure en Europe. Oui. Donc, sauf pour les ultra-riches. Bien, il y a tout le temps une tendance, une contre-tendance. Okay. Il y a toujours ça. Ça vit toujours en eux, ils peuvent prendre un vol de 10 minutes en méga jet. Bien, ils payent, c'est ça? Quand ils disent peuvent, c'est parce qu'ils payent. Ils payent. Fait que ça va bien. Et ce qu'on voit, c'est que ça allait légiférer beaucoup de choses dues à le moteur de changement qui a changé ça, les changements climatiques. Donc, il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Il y a des signaux, il y a des petites tendances par rapport à des gros changements de société.
On le voit, ça va être toujours un peu la même chose. On peut parler de la technologie, qui a un autre moteur qui fait des changements, l'intelligence artificielle, l'ordinateur quantum. Hey, c'est une tendance, ça, l'intelligence artificielle? Comment on va sortir de ça? Là? Ben, c'est un moteur de changement. Ça nous fait changer les choses. Je trouve que sur LinkedIn, le contenu est rendu plate en estique quand c'est écrit C'est quoi l'ordinateur quantum? L'ordinateur qui calcule d'une autre façon que l'ordinateur qu'on a en ce moment. Ah! Oh, ça sert à quoi, ça? C'est quoi, ouais? C'est qui l'utilise? J'ai jamais entendu parler de la... Je m'excuse, toi, t'as-tu entendu parler de ça? Mais non, c'est pour ça que je pose la question. Je connais Quantum, c'est une compagnie québécoise, mais je connais pas l'ordinateur Quantum. Là, vous allez dans mes techs. Je suis pas très tech, là. Non, mettons juste avec tes connaissances. Vite, là, c'est quoi? OK. Ben, en fait, des ordinateurs vont comme décrypter. C'est surtout... ce qu'on voit, c'est que ça va peut-être être un défi par rapport aux mots de passe. Parce que les mots de passe dans des ordinateurs normaux sont liés avec... il y a des probabilités. Les probabilités sont très faibles que tu trouves la combinaison de mots de passe. Ouais. Mais avec l'ordinateur quantum, ça va 100 fois plus vite. Et donc, peut-être que les mots de passe, nos mots de passe ne sont pas actuels si l'ordinateur quantum voit le jour. Nos mots de passe actuels ne seraient pas assez solides parce que la capacité de raisonner est beaucoup plus grande. OK, c'est comme un méga processeur, mettons, l'ordinateur quantum. C'est un autre algorithme complètement. Là, c'est comme un génie d'ordinateur. L'ordinateur, il est bien brillant, mais là, il pourrait être un génie, mettons. Mais dans la pré-entrevue avec Greg, tu disais qu'il y avait même des tendances, disons, tendances plus sociales, puis là, il y aurait une tendance de la nostalgie, par exemple, actuellement. Ouais. C'est quoi ce type de tendance-là? Mais ce qu'on voit, ça aussi, c'est un peu plus macro, là. Okay. On le voit dans la mode, on le voit dans l'alimentation, on le voit dans le décor. Donc, nostalgie dans le sens que, justement, Tim Hortons a ramené ses anciens produits. On le voit même dans l'esthétique des publicités. Oui. Même dans l'esthétisme des photos qu'il y a beaucoup sur les réseaux sociaux, là, le grain revient bien dans la mode, les couleurs vintage. Oui, les vinyles. En musique. Les vinyles, c'est vrai. Les vinyles, on entend le... Oui. On aime ça, c'est tellement le fun. C'est comme apaisant. Bien, je pense que c'est une... Il y a aussi... Ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est une génération qui est très dans la nostalgie, mais qui n'a pas vécu ce parti-là. Oui, c'est ça. On est nostalgique de quelque chose qu'on n'a pas vécu. Tu sais, quand tu disais c'était hot les années 80, arrête, là, on mourrait du sida ou bien d'un overdose de coke. Tu sais, je veux dire, c'était pas si hot que ça, là. Non, mais pour vrai, moi, je l'ai vécu. Et je le sais, j'ai tout vécu les années 80 au complet. Je peux te le dire, c'était pas si hot que ça. Il y avait des affaires le fun. Mais je pense qu'on a comme flushé ce qui était pas le fun. Puis là, on a gardé ça pour faire « Hey, ça serait le fun de revenir là. » Non, la meilleure époque, c'est celle qu'on vit, là. En mode, il y a eu le mouvement Y2K. C'est comme le mouvement des années 2000. Ouais. Drôlement, il y a comme plusieurs mouvements qui se sont comme rencontrés. Bon, la nostalgie, on en a parlé. Les anciens Adidas avec comme vraiment comme le look Adidas, des années 90-2000. C'était quétaine, moi, m'a amené les Adidas. Là, ma fille vient de s'en acheter. Là. Il n'y avait même plus son soulier qu'elle voulait au Canada. Elle était obligée de faire venir ça d'ailleurs. Puis là, j'étais comme Adidas, voyons. Depuis quand c'est hot? Fait il y a ça, mais aussi que moi, je vois aussi un lien avec la seconde main. Qu'est-ce qui était disponible dans les friperies? Puis qu'est-ce que les jeunes avaient regardé dans les friperies? Ben, c'était des choses des années 2000-2010. Ouais. Fait que le manteau fluo, genre. Il y a ça aussi qui joue. Et en même temps, une grande quête de personnalisation dans un monde où tout le monde a un peu les mêmes choses, où on peut trouver la même chose au H&M ici puis à l'étranger. Oui. Fait qu'il y a aussi ça qui est comme venu dans la nostalgie de se dire, OK, mais là, dans le temps, c'était plus spécifique. Ah, OK. C'est comme si tu as pris quelque chose en friperie, puis là, tu t'es dit, on va le remettre à la mode, ça va devenir la bonne affaire, puis là, la tendance à l'embarque de porter ça. Tu sais, comme, mettons, des manteaux de cuir, là, tu sais, qui sont taillés en V, là. C'est laid, ça. Mais, tu sais, le monde porte ça. Avec les épaulettes. Ouais, avec les épaulettes, puis taillés en V. Ouais. Ben, le monde aime ça. Ouais. Tu sais, ils font comme, c'est cool. Puis, tu sais, il y avait du cuir un peu gravé, là, qui faisait un peu panthère, là, pas tigre, là, ou je sais pas quoi. En tout cas, c'était un peu laid. Puis là, ça revient. Puis le monde trouve ça bien, bien, bien beau. On appelle ça le cycle des tendances. C'est aussi un autre concept, mais il y a... En effet, tu sais, c'est comme si... Moi, je le sens, là, c'est comme on est dans une grosse phase de nostalgie, puis pendant ma maîtrise, on parlait déjà de la nostalgie, fait que c'est pas Parce que oui, t'as fait une maîtrise, là, tantôt, t'as dit que t'avais pas de maîtrise dans quelque chose, mais t'en as une autre dans quelque chose d'autre, là. T'es allé en Italie, là, faire ça. Oui, en prévision de tendance, justement. En Italie? Ouais. Tu parles-tu italien? Un peu. Juste un peu. Un peu. Mais
pourquoi tu t'es en allée en prévision de tendance? T'es-tu genre supra-anxieuse? Ah, non. OK. C'est une drôle de question. En fait, je suis allée en prévision de tendance parce que quand j'étais au cégep, j'ai ouvert le premier cahier de tendance au cégep en design de mode, puis j'ai fait « c'est ça que je veux faire. » De la recherche, en fait. C'est de la recherche, de comprendre comment les gens se sentent, puis comment ça pourrait avoir un impact dans le futur. Fait que c'était un peu là-dedans que je suis allée. Puis c'est pour ça que j'étais comme vraiment en amour avec ça, parce que c'était plus de la recherche dans la mode et non la création de vêtements. Quand j'ai fini ma maîtrise, les clients que je m'enlignais pour avoir, c'était beaucoup comme « fais-nous des palettes de couleurs ». Ouais. Puis c'était beaucoup le cycle de la consommation. Et c'est un peu pour ça que je me suis tournée vers la prospective, parce que là, la prospective est plus dans une optique de mouvement long terme et non saisonnier, très rapide de la mode. Ouais. Puis il y a quand même un gros mouvement chez les prospectivistes ou les futuristes dans le monde, qu'il y en a beaucoup d'entre nous qui switchent, qui changent leur optique vers quelque chose qui est plus long terme. Donc, des tendances qui seraient plus lourdes. Au lieu de se baser sur plein de petits changements, des micro-tendances, de se baser sur des plus grands mouvements. La nostalgie en est un. Mais se baser sur des plus grands mouvements pour laisser les produits à plus long terme sur les tablettes. Puis aussi, pas créer ce cycle exponentiel, de tendance qui fait tourner la roue oui, de la consommation. Oui, parce qu'à un moment donné, c'est ça, tu achètes quelque chose, il est encore utile, il n'est plus à la mode, il n'est plus tendance, appelle ça comme tu veux, tu le reflushes. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui est l'enjeu. C'est que quelque chose devient, alors qu'il est encore tout à fait fonctionnel, là, très souvent. C'est juste que tu ne veux plus porter ça. Puis j'ai posé la question, est-ce que tu es super anxieuse? Parce que moi, je me dis, justement, pour se réapproprier le contrôle sur qu'est-ce qui va se passer dans le futur, c'est de faire de la prospective. Je pense que ça peut être juste une solution, pour quelqu'un qui peut être anxieux. Je pense que c'est Sonia Lupien que j'ai entendu dire qu'il faut arrêter de démoniser les personnes qui sont un peu plus anxieuses. C'est une personnalité plus anxieuse parce que on en a besoin de ces personnes-là pour être capable de faire comme, OK, eux, ils vont être plus sensibles à capter qu'est-ce qui s'en vient, peut-être plus intuitif, versus les personnes qui sont plus des prises de risque. On a besoin de chaque type de personnalité. Bien, totalement. C'est comme la sensibilité. Les gens qui sont hyper sensibles, on dit « Ah, t'es trop sensible. » Ben, what if ça serait pratique d'avoir cette personne-là dans notre société, parce que peut-être qu'il voit 6 shots en avant, que toi, quand ça va t'arriver, tu vas être bien étonné. Mais lui, il l'a senti avant. Fait que ça prend toutes sortes de monde dans notre société. Et parlant d'intuition, tu disais tantôt qu'il y avait une tendance aussi avec les PME, les entrepreneurs qui sont plus intuitifs versus ceux qui sont plus dans l'analyse dans les très grandes entreprises. Bien, en fait, la prospective, c'est souvent fait dans des grandes entreprises. Là, j'ai parlé de l'exemple militaire, souvent dans des organismes publics qui sont un peu plus des grosses machines qui sont difficiles à bouger. C'est plus les autres ont tendance à checker en avance. Parce que c'est long qui bouge. Quand on a besoin de 5-6 ans pour faire un changement stratégique. Là, puis l'aspect je trouve que les entrepreneurs, les plus petites entreprises et les entrepreneurs ont beaucoup cette acouphène qui est fort, là, comme l'intuition est plus forte. Fait qu'ils vont sentir ces petits changements qui ont l'air de se dessiner beaucoup plus tôt. Et l'entreprise, quand ils sont plus petites, sont plus agiles. Sont plus agiles. C'est plus facile de le changer. Fait qu'on voit beaucoup plus la prospective ou l'analyse tendance, c'est des gros rapports, etc., dans des plus grandes entreprises. Habituellement, les entrepreneurs sont très intuitifs, ils savent, ils sont plus proches du marché, ils peut-être savent... parce qu'ils ont plus d'argent aussi, les grandes entreprises, pour se payer ce genre de service-là. Le gars qui a une binerie, il va pas t'appeler et te dire « Hey, j'aimerais ça savoir, les bines, ça va-tu marcher encore longtemps? » C'est plus les grandes entreprises qui sont qui ont les sous, mais aussi, je pense qu'il y a le contact qui est comme plus proche encore avec le contact avec l'intuition qui est quand même très fort chez les entrepreneurs. Ça, je l'ai vu, je le vois. Souvent, si, admettons, je ferais une conférence par rapport aux tendances, ce que j'ai vu dans le passé, c'est les petits entrepreneurs vont dire « Ah ouais, je m'en doutais, je savais. Voici d'autres choses qui parlent de ce que tu t'as parlé. Ouais. » Puis, à l'inverse, les grosses entreprises, ils vont prendre des notes. Puis là, il faut qu'ils... ça a vraiment changé leur perspective de ce qu'ils pensaient qui s'en venait. Donc, ouais, OK, je comprends. Puis ça se peut-tu parce que le petit entrepreneur, par exemple, est plus proche des gens, il est plus proche du terrain. Ouais. Moi, je dis tout le temps, écoute le monde. Arrête de jaser avec du monde qui pense qu'ils connaissent ça. Écoute le monde dans la vraie vie. Parce que tu le vois, la tendance de la société, en fonction de leur réaction, de comment ils réagissent par rapport à tel changement.
Puis c'est peut-être ça aussi, c'est qu'à un moment donné, quand la compagnie elle devient de plus en plus grosse, puis qu'elle est de plus en plus dans une tour, bien, de plus en plus éloignée du trottoir, tu sais. Oui, j'y crois. Toi, tu crois ça? Ouais, Tu me réconfortes. Merci. Moi, j'y allais d'instinct. C'est ça. Fait que, comment, tu sais, toi, c'est quoi tes mandats? Comment on peut utiliser tes connaissances pour pouvoir faire des analyses de nos tendances? Qui t'engage exactement? Dans quelle industrie? Bien, l'industrie, évidemment, de la mode, mais est-ce que tu fais d'autres industries aussi? Je fais très peu de clients dans la mode. C'est drôle, hein? Ah oui? Ouais. Très peu de clients dans la mode, sauf les agences de tendance mode, comme par exemple WGSN. Je travaille avec d'autres agences qui collectent des signaux. Il y a peut-être une partie de moi qui était un peu... je trouvais que en mode, on a ce qu'on appelle les Big Four, les 4 grandes villes. Donc, New York, Milan, Londres et Paris. Puis, l'analyse tendance était très, très centralisée sur ces 4 Big Four-là. Puis, longtemps, en revenant à ma maîtrise, j'ai eu l'impression qu'on prenait pas... Le Canada prenait pas part. Aussi, le Canada prenait part à comme qu'on faisait du changement. On était comme englobés avec les États-Unis. On était l'Amérique du Nord. Ouais. New York, Montréal. Même affaire. C'est la même chose. Et pourtant, c'est pas la même chose. On a des nouveautés ici, on a des projets pilotes intéressants, on a des choses à voir. Fait que je fais aussi partie des réseaux internationaux de relais d'information, donc faire de la collecte de signaux faibles pour justement montrer la voie de l'Est du Canada puis de dire, ben il y a des choses intéressantes qui se font ici, qui sont mises en valeur. Fait que, habituellement, les petits signaux, les petites informations font des plus gros rapports qui sont vendus à des plus grandes entreprises par la suite. Donc, ça, c'est une chose que je fais aussi. Conférences, j'en fais quelques-unes. Dans le livre, là, dans Rien de neuf, j'ai utilisé... Il y a des petits blocs plus grisonnants. C'est écrit « Initiative inspirante ». Ce sont tous des signaux que j'ai collectés avec le temps. Les initiatives inspirantes, en fait, c'est des signaux faibles. C'est juste que j'ai changé le nom pour pas devoir expliquer c'est quoi un signal faible à tout le monde. C'est technique, là, c'est pour ta gang. Voilà. Ouais. C'est qui détermine les signaux faibles sur lesquels tu dois te baser pour pouvoir faire ta collecte de données puis la partager avec le reste du monde? Personne. C'est toi qui choisis. C'est quelque chose qui challenge un peu. Moi, je vais me promener dans la rue, puis en vacances, ça m'arrive souvent, puis je me dis non, je travaille pas, je suis en vacances, là. Je me promène en vacances, puis là, il y a une nouvelle affiche que je trouve intéressante, ou là, j'écoutais une émission, puis là, j'ai su que, justement, un bateau de croisière à Gaspé allait commencer à collecter un frais, éco-frais, pour ses passagers. Puis je me dis, ça, c'est un changement qui fait partie d'un plus grand changement, une plus grande tendance de revoir ses habitudes en voyage, puis peut-être une plus grande tendance, justement, qui est à cause des changements climatiques. Donc, il y a tout le temps des petits signaux que tu peux collecter. Vous en avez plein la tête, je suis sûre. C'est comme des initiatives qui changent un peu la donne. Ben, peut-être que nous autres, le balado, c'est un show de tendance, dans le fond, parce qu'on reçoit des gens qui viennent émettre des micro-signaux de par leurs actions quotidiennes. Fait que peut-être qu'en quelque part, cette somme-là va devenir une tendance vers un monde meilleur. Peut-être. Qui sait? On sait pas. Je pense que vous faites partie de la catégorie des nouvelles positives. On a vu depuis 3-4 ans c'est une tendance, quelque chose qui augmente, là, des good news. Ça a-tu de l'avenir, ça? Non, mais... On a-tu encore une job dans 2 ans? Mais tu sais, quand on réfléchit pourquoi est-ce que ça arrive, ça, c'est parce qu'il y avait tellement de négatifs, parce qu'il y avait tellement d'anxiété. Donc, tu sais, c'est quand même ancré dans pas nulle part. Vous l'avez senti qu'il y avait un besoin d'avoir d'autres informations que juste la planète va mal. On avait un besoin nous-mêmes de ça. Ouais. Tu sais, c'est comme on avait nous-mêmes un besoin de faire ça. Fait qu'on s'est dit, on va s'en faire. Mais ce que je trouve, ce que j'entends beaucoup, c'est OK, j'ai remarqué ça. Donc là, je fais une analyse, voici les micro-tendances. Mais souvent, le outcome, le résultat de ça, c'est plus OK, qu'est-ce que ça va donner? Bon, est-ce que dans tes analyses, tu arrives à dire, on peut imaginer qu'avec cette tendance-là actuelle, dans 3 ans, on peut imaginer X, Y, Z. Est-ce que vous allez jusque-là? Des fois, oui, des fois, non. Ça dépend. Je pense qu'il y a un aspect on parle beaucoup des rapports de tendance. Là. Il y a un aspect de filtrer l'information est déjà une tâche parce que dans les entreprises, les gens sont bombardés d'informations. Puis là, on prend, c'est qui la bonne personne qui peut me donner les bonnes informations. La fameuse chambre d'écho aussi.
et comment est-ce qu'on fait pour sortir de la chambre d'écho. Fait que je pense que l'aspect de l'analyse de tendance amène ce filtre à ce que j'appelle l'infobésité. On a tellement d'informations. L'infobésité, j'aime ça. On gonfle, ouais, j'aime ça. Fait qu'il y a tellement d'informations sur la planète. Comment est-ce que je fais maintenant comme directeur comme président d'entreprise pour présidente d'entreprise, prendre ma décision? Tu sais, il y a tellement d'infos, puis là, c'est les AI, la nouvelle affaire. Ouais. Puis Ouais. Mais là, j'ai-tu tout mis mes œufs dans tout ce qui est technologique? Est-ce qu'il va y avoir un mouvement social qui va se lever, qui va contrer cette telle chose? Penses-tu qu'il va y avoir un mouvement social qui va se lever? Parce que il me semble que je sens un fond d'écœurant titre là, chez les gens. Là. Ça, c'est ma perception. Là. Mais il y a déjà beaucoup de mouvements sociaux en ce moment. Là. Il y a vraiment des mouvements je pense que la lutte à l'égalité est quand même forte. Les personnes BIPOC essaient de prendre plus de place. En ce moment, c'est pas super, là, mais il y a déjà beaucoup sur l'accessibilité, le design accessible. Il y a quand même toujours ça qui reste là. Est-ce qu'on va avoir les gens qui vont se réveiller puis qui vont faire la grève contre le AI? Je peux pas vraiment prédire ça. J'ai pas vraiment étudié ça non plus. Non. Dernièrement, j'ai pas vraiment regardé ça, mais on pourrait entrevoir qu'en effet, il y a une certaine fatigue. T'sais, je le vois déjà sur les réseaux sociaux où les gens, quand il y a trop d'emojis, trop de AI utilisés dans la description... mais les gens, moi, sur LinkedIn, dans mon réseau, les gens se plaignent énormément, là, puis on devrait bannir les gens qui font ça, genre. C'est genre, moi, je veux plus suivre ces gens-là. Honnêtement, là, les textes qu'il faut que tu fasses read more sur LinkedIn, là, pourquoi on est rendu à faire des romans sur LinkedIn? Non, c'est pas obligé de faire un roman, mais sauf que quand tu lis ça, puis t'as pas compris ou que t'as pas eu d'émotion, il me semble il manque de quoi, là. Je sais pas, c'est une autre tendance. Parce que moi je peux pas critiquer ça parce que moi, des fois, j'en fais des romans. Moi aussi, j'en fais des romans. C'est pas des si longs romans, là, mais tu sais, mettons un 3 paragraphes, 4 paragraphes, ben, c'est vrai qu'il y en a, des fois, tu scrolls pendant une demi-heure, mais en même temps, des fois, il faut t'amener une idée, ça peut pas être juste une ligne à un punch. Je comprends. Mais des fois, quand tu vois justement, tu sais, toutes des mots en, comment on dit, en bold, là, tu sais, en gras. En gras partout. C'est rare, c'est toi qui me reprends. Mais des mots en gras avec plein d'emojis, puis tout ça, puis ça n'a pas d'âme. Je me dis, ben, tu sais, c'est quoi? Parle pas. Non, mais pour vrai, est-ce que tout le monde ce matin s'est levé en disant, j'ai très hâte de lire ta publication? Puis je t'annonce que non. Oui, mais c'est un résultat de cette tendance à vouloir tout faire très rapidement. Ouais, ben moi, je le fais quand même, je pense, rapidement, mais je me débrouille avec ce que j'ai, puis si j'ai pas d'idée, je ferme ma trappe. Tu sais? Mais c'est un peu la même chose avec les couleurs. Tu sais, on parlait tantôt des tendances couleurs, couleurs qui sont tendances. Tu sais, on va voir, le marché va être inondé d'une certaine couleur. Là, le rose, pendant un bout, c'est le rose. Puis là, on se tanne. Ouais. Oui. Collectivement, on se tanne de ça. Oui. Puis là, c'est pour ça que ça l'évolue. T'sais, on a créé du contenu qui AI. Là, tout le monde a réalisé. Tout le monde se tanne. Les images AI. En tout cas, moi, de toute façon, le jour 1 où on a commencé à m'imposer ça, c'est la journée que j'ai commencé à haïr ça. Puis je suis rendu bien allergique à ça parce que je me dis, tu sais, que ça devienne un outil de support. J'ai rien contre. Brainstormer une affaire, ça va. Mais dire, je vais faire un résultat, ça paraît. Moi, je le pogne tout le temps. Ouais, c'est ça. Je le pogne tout le temps, je fais, Mais en plus, il y a des questions éthiques là-dessus. Puis je suis curieuse de savoir si vous avez regardé ça un petit peu dans tes analyses. Mais il y a une créatrice de contenu américaine qui se promenait dans un aéroport puis est tombée sur un magazine de beauté. Puis la majorité des images qu'il y avait Quel dans... hasard, magazine de beauté dans un aéroport, ils vendent ça pour vrai? Puis la majorité des images, parce qu'elle est créatrice de contenu photographe, puis là, elle regardait c'était quoi les crédits des photographes. Puis c'était des prompts AI. C'est un magazine de beauté. Fait que, mettons, clinique médico-esthétique X, puis l'image générée, l'image dans le magazine, c'est une image générée AI. Fait que même pour vendre des services médico-esthétiques ou de la chirurgie plastique, mettons, ils utilisent une image qui n'est même pas réelle. Fait que là, c'est la question éthique aussi, à savoir, tu me vends quelque chose à des femmes que déjà les standards de beauté sont sans bon sens. Puis là, c'est une image qui n'est même pas une vraie personne, tu sais. Je l'ai vu, moi, dans des grands médias du Québec que je ne vais pas nommer. C'est marqué « Cet article a été généré avec AI et a été vérifié par l'éditeur, et des grands journaux que je ne vais pas nommer qui sont à peu près à 1 minute et demie de marche d'ici, là. Fait que c'est comme « Wow! » Moi, ça, quand je lis ça, je fais « Là, ça, c'est une menace, là. Ça, c'est un problème, tu sais. » C'est comme, c'est pas vrai qu'on peut
tout faire ça comme ça. À un moment donné, c'est parce qu'à un moment donné, ça va devenir aseptisé. Ça va devenir aseptisé et ça va devenir une grande tendance. Vas-y sur AI, puis pose des questions sur certains sujets, mais dire de quoi tu vas voir la tendance. Là. C'est la somme des articles sur le sujet. On parle vraiment de comme une petite partie de AI, de l'utilisation des citoyens dans une discussion, là, dans un chatbot de discussion avec l'AI, mais il y a toute cette partie-là. Ah, ça peut régler des problèmes de circulation. J'ai vu dernièrement, là, ils sont en train d'étudier justement comment travailler sur la circulation dans les villes avec de l'AI, puis ça vient vraiment aider. Ça, c'est bon. Tu comprends? C'est parce que tu en fais. C'est comme un couteau. Couper un concombre, c'est le fun. Planter dans le dos de quelqu'un, c'est moins le fun. Ça dépend ce que tu en fais. Y a-t-il d'autres tendances ou d'autres informations inusitées qui s'en viennent avec les analyses qui sont faites en prospective? Bien, il y a un exemple qui m'est revenu en tête quand on préparait l'entrevue. Il y a une belle étude de Paris à 50 degrés. Ça s'appelle comme ça. J'ai vu ça. Paris à 50 degrés. Parce qu'il fait chaud à Paris, là. Explique-nous, c'est quoi? En fait, ça a été fait il y a quelques années. Donc, ça a été publié il y a 1 an et demi, 2 ans, je crois. Donc, ça a été préparé avant ça. J'imagine que ça prend quand même longtemps pour être publié. Donc, il y a peut-être 2 ans, ils ont fait une collecte de données en regardant les gens. En fait, c'est un des scénarios. Donc, imaginons que Paris est à 50 degrés. Qu'est-ce que ça aurait 50 degrés de chaleur, là, on s'entend. Là. Tu te lèves là, lundi matin, il fait 50. Ouais. Et là, dans ce scénario-là, eux, ils ont fait un seul scénario. Ils n'ont pas fait 50, 25, ils ont fait 50 seulement. Et ce qui a été trouvé dans cette étude-là, c'est qu'en fait, une des places, parce qu'ils ont ramené à l'action, une des places où il faut vraiment investir et rapidement, c'est dans les cours d'école. Mm-hmm. Et je trouvais ça tellement intéressant. Trop d'asphalte. Trop d'asphalte, ouais, exact. Mais le fait de faire l'exercice de se projeter à 50 degrés, qui n'est pas trop loin de la réalité qui a été cet été. En fait, ils ont touché une couple de fois, là. Donc, comment est-ce que nos décideurs publics peuvent prendre action face à ce scénario-là? Donc, on va s'imaginer, puis là, chaque place, ils se promenaient dans la ville pour vraiment prendre des points de données, imaginer comment ça pourrait être à 50 degrés. Fait que ça, c'est une étude que je trouve qui est très intéressante, qui pourrait être inspirante. Donc, là, c'est seulement sur les degrés, mais pensons à comment on pourrait avoir tellement de scénarios qu'on peut élaborer, tu sais, parce que nos rues n'ont pas été toujours pour les autos. Avant, c'était des chevaux. Donc, pensons à si jamais un jour, on n'a pas d'auto dans nos villes, est-ce qu'on peut voir comment est-ce qu'on peut faire la transition entre La ligne blanche est rendue complètement caduque la journée où tu n'as plus d'auto. Mettons, tu es à cheval, la ligne blanche de la rue, tu veux dire? La ligne blanche dans la rue. Oui. Non, mais je parlais du le cheval dans le passé, là, parce qu'on n'a pas toujours, tu sais, je suis sûre qu'il y a cette citation que vous connaissez peut-être, là, de Ford qui disait « Si j'avais demandé aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient dans le temps, avant de faire les voitures, il aurait dit des chevaux qui sont plus rapides. » Oui, plus rapides, c'est sûr. Donc là, on est tombé à la voiture, amener la voiture, mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, si on va au-delà de la voiture, qu'est-ce qui arrive après la voiture? Puis est-ce qu'on peut se préparer, changer certaines des nouvelles routes qu'on construit en ce moment pour un objectif? Là, c'est utopique, là, pas de voiture, mais quand même, on pourrait commencer à réfléchir à... On dirait que Montréal a ça comme plan, on va dire. Mais c'est parce qu'en même temps, tu vois, c'était ça ma question un peu tantôt, c'est de réfléchir à, OK, qu'est-ce qu'on est capable... C'est quoi la solution la plus utopique? Puis là, mettons qu'on la ramène à quelque chose de réaliste, comment qu'on fait pour se rendre là? C'est quoi les impacts positifs que ça va avoir? Mais ça, là, dans ma tête, c'est de la création à l'état pur, parce que tu pars de quelque chose qui est de la fantaisie, puis tu tentes de le créer dans le monde réel, tu sais, pour avoir un impact positif. Ouais. Mais ça, est-ce que la prospective nous permet de faire ça, d'une certaine façon? Oui. Parce qu'on imagine, mettons, le scénario le pire, puis là, on trouve des solutions pour ça. Ou on imagine le scénario le plus positif possible, puis on met les étapes en branle pour se rendre là. Ça. Mais ça peut être ça. Pourquoi ça pourrait pas être genre, on s'imagine un monde meilleur, ça devient notre objectif, puis on prend toutes les décisions en fonction de se rendre là? Ça se pourrait, au lieu de dire, écoutez, je vais vous dire, là, ça va être l'apocalypse, là, il faut s'adapter à l'apocalypse. Pourquoi on ne s'adapterait pas au mieux? Pourquoi on ne se ferait pas ça comme objectif? C'est comme si tu disais, moi, je vais aller en voyage, mais je vais aller dans un pays où tout va être de la chenoute, tu sais? Et personne qui rêve à ça. Non, mais c'est vrai. Pourquoi on ne va pas vers quelque chose de mieux? Tu sais, je comprends pas. C'est pour ça que tantôt, je parlais il nous manque, je pense, des films. Il nous manque quelque chose qui nous challenge. Tu sais, Don't Look Up, c'est un peu apocalyptique, là. Est-ce qu'on peut avoir un Don't Look Up
qui est plus positif, qui nous fait amener des Est-ce que changements. ça vendrait? Ben, nous, on l'écouterait, je pense. Ben, les films d'amour vendent, Greg. Oui, mais ça fuck les humains en tabarouette. Ben non. Parce que toutes les filles, elles se passent ça, puis il n'y a rien qui se passe. Non, mais toi, c'est le vrai. résultat négatif, dans le fond, là. Non, les films mais, d'amour, c'est positif. mais les films d'amour de à fucker... Notebook, c'est magnifique. Oui, mais ça hissait, ces deux acteurs-là. Mais, tu sais, ça l'a... Non, mais ça a été... Ils sont canadiens. Ils sont canadiens! All right, il y a quelque chose de positif. Non, mais, en fait, c'est ça aussi, c'est que il y a une différence. L'amour, c'est parce que c'est dans le relationnel, là. Tu sais, tu comprends? Mais ça reste... Tout est relationnel, moi, Ouais. je pense. Ah? T'es d'accord avec ça? C'est une tendance? Mais c'est drôle parce que dans cette optique de futur, on sous-estime beaucoup le social. Dans toute cette optique de la vision du futur, c'est très technocentrique. Là. Ouais. C'est très centré sur genre la technologie, les casques, les autos volants. On pense que la tu sais. technologie va nous sauver. Voilà, la technologie va aussi nous sauver, mais peut-être pas. Non, mais attends, là, c'est pour ça que le truc sur le plastique il a échoué là, la semaine passée. Là, parce que le monde, il s'ostinait. Il y avait quelqu'un qui disait non, la technologie va nous sauver. Puis il y a quelqu'un qui disait non, il faut bannir tous les plastiques. On va dire de quoi? C'est deux positions pas faciles, là. C'est deux univers, ça, là. Il y a peut-être un monde entre les deux. On se ramène à consommer moins avant de consommer mieux. Ben, moi, c'est ce que je pense aussi, là. Je pense qu'on peut faire les choses différemment, mais de penser qu'ils vont inventer une bébelle, qu'il n'y aura plus de plastique puis qu'on n'aura plus de problème, tu sais, je pense que c'est pas Fermer le robinet avant de Oui, de je pense que oui. gérer Je pense que oui. le après-robinet. Exactement. J'ai demandé à ChatGPT, je sais, Ah, c'est pas t'as super, l'air. mais j'ai demandé à ChatGPT de me faire un scénario pessimiste et un scénario optimiste de notre futur. J'ai fait ça. Mais c'est inventé futuriste, moi aussi. En fait, tu as déchargé ta charge de futuriste sur ChatGPT, mais Ouais. c'est super comme exercice, C'est non? ça, c'est ça que j'ai fait. Puis là, je vous donne les résultats, OK? OK. Donc, scénario pessimiste, le titre est « La fuite en avant ». Fait que la nature. La crise climatique a frappé fort. Inondations, incendies, perte de biodiversité. Les humains vivent surtout dans des zones urbanistes hyper protégées. La nature est vue comme un risque. La mobilité et la voiture est encore utilisée, mais dans un chaos énergétique, véhicules électriques sont chers, infrastructures saturées. Mais là, tu décris ce qu'on vit. Hein? Attends. Technologie. Tout passe par l'IA et la réalité virtuelle. Les gens vivent branchés. Les médias sociaux remplacent presque les interactions réelles. Société. Forte inégalité entre l'élite technologique et la population générale. Les migrations climatiques ont créé des tensions identitaires et l'individualisme domine. Et l'identité, le Québec a perdu son rôle de gardien du territoire, pris dans une logique mondiale de survie. Ça, c'est le scénario pessimiste. Scénario positif, optimiste. L'équilibre retrouvé, c'est ça le titre. La nature. Les écosystèmes ont été restaurés. Les villes sont biophiliques, c'est-à-dire conçues pour cohabiter avec le vivant. La forêt boréale est sanctuarisée. Mobilité. Fin de la voiture personnelle, remplacée par des réseaux partagés rapides écologiques. Technologie. Interface neuronale et IA au service de la démocratie participative. Les médias sociaux sont devenus des espaces éducatifs et collaboratifs. Société, une mosaïque multiculturelle intergénérationnelle où l'immigration climatique a enrichi le tissu social. Le temps libre est valorisé, on vit plus longtemps, mais on travaille moins. Identité, le Québec s'est défini comme un gardien de la nature boréale et un laboratoire social. Moi, là, quand j'ai vu le pessimiste, évidemment, j'étais comme, mon Dieu, ça me donne pas le goût de vivre. Ben, en fait, le pessimiste, Bianca, je veux pas te faire chier, là. C'est exactement ce qu'on vit. Mais quand j'ai lu le scénario optimiste, j'étais comme, OK, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour arriver arriver là? Ça devrait être Quand une il destination. pense, il y a quand même des petits signaux qui nous montrent la possibilité que ce scénario optimiste-là arrive. Oui, bien, dans la nature, je trouve que, tu sais, tout le règlement sur la canopée, par exemple, que dans les villes, les 30% des villes soient composées de canopées et tout ça, je me dis, tu vois, ça, c'est un bon pas dans la bonne direction. Pour la mobilité, ça, c'est un échec lamentable. On n'y arrivera pas. Je ne veux pas faire chier personne, là, mais on n'est pas dans la bonne direction. Puis la technologie, on n'est pas dans la bonne direction. Mais pour la société, ça, je pense qu'on pourrait. Moi, je suis pas sûre. Je suis pas d'accord avec toi, la mobilité, parce que je pense que dans chaque ville, on va se déplacer d'une ville à l'autre, c'est une chose. Mais dans chaque ville, je pense que de réapprivoiser la marche, mettons, là,
De reprendre le... Oui, mais attends une minute, là. Moi, j'habite à Terrebonne. Là. Va prendre une marche puis appelle ton assureur le matin parce qu'il y a du char. C'est ça, où la structure n'est pas en place. L'infrastructure est... Mais je pense qu'on va tendre vers ça. J'espère, mais à date, moi, je vois pas comment dans une ville comme Terrebonne. Je pense que sur le plateau, en été, oui. Oui. Mais dans la vraie vie, non. Est-ce que tu penses que ça va mieux qu'on pense? Je pense que oui. J'ai pas le choix, hein? Oui, t'as le choix. Non, mais t'as le choix. Hey, t'as le choix en tabarouette. Il y a des gens qui nous ont dit non. Ben oui. On les a convaincus, mais c'est pas grave. Mais, ouais. Non, sauf Paul, d'après vous, il continue à dire. Non, moi, je suis sûre qu'on l'a convaincu dans son cœur. Dans mon cœur. Est-ce que ça va mieux qu'on pense? Oui, je pense que oui. C'est justement, je pense que quand on prend conscience qu'il y a des belles initiatives qui se donnent, qui sont en train de se mettre en place, puis qu'on focus là-dessus, oui, j'ai l'impression que ça va mieux qu'on pense. Moi, là où va le focus. Oui. Moi, je souligne à chaque fois que je vais à la bibliothèque et je vois une nouvelle offre d'objets, je me dis « Yes! » Je le fais, je l'emprunte, j'y vais. Quand il y a une campagne de sociofinancement sur la ruche qui va vers mes valeurs, je me dis « Yes! » C'est moi vrai, aussi, ça bouge. Moi aussi, je fais ça. Ça l'est décarboné dernièrement. Décarboné, j'ai donné de l'argent. À toi aussi? T'as-tu contribué? Oui, oui. Eh bien, merci. Merci. Trolley en ce moment, les chaussures seconde main. Oui, donc, oui. Ah oui, d'ailleurs, ils nous ont réparation écrit, de chaussures. Ils veulent qu'on aille les voir. Là. Donc, tu sais, de voir ces choses-là arriver, je me dis, waouh! Moi, quand j'ai terminé mon cégep, honnêtement, je suis rentrée à l'université parce que je voulais pas contribuer à cette énergie-là de la mode à ce moment-là. C'était comme beaucoup de la production rapide. Okay. Tu servirais du café, puis ça serait... Puis là, je me dis, oups! Là, mes étudiants qui sortent de l'université, là, ils ont beaucoup envie de travailler en seconde main. Ils ont aussi beaucoup plus d'opportunités qui sont de l'économie circulaire. Moi, quand j'ai gradué, on entendait très peu parler de l'économie circulaire. Fait que, je me dis, il y a quand même ça qui change. Il y a peut-être plus de possibilités de faire des métiers qui sont autour de faire du bien. Je pense que ça se peut. On peut se faire un monde meilleur. Merci d'avoir été avec nous, Marie-Michel Harvey. On peut... en fait, y a-t-il un réseau de gens qui se prêtent ton livre si on ne veut pas l'acheter ou ils se louent à la bibliothèque, j'imagine? Ils se louent à la bibliothèque, en effet. Y a-t-il un réseau de gens qui se prêtent ton livre? Non, mais Greg a une copie. Oui, moi, je pourrais le prêter. Écrivez-nous, on va vous l'envoyer puis vous passerez au suivant. Oui, c'est ça. C'est disponible dans toutes les librairies du Québec. Je suis contente de dire que 67% des bibliothèques du Québec ont une copie. Oh, félicitations. Si vous n'en avez pas dans votre municipalité, on peut faire une demande d'achat. Oui. Puis j'ai des petites redevances aux demandes d'achat à la bibliothèque aussi. Pas à long terme, mais au moins sur le premier. Puis sinon, il faut demander. J'ai regardé sur Marketplace. Il n'y en avait pas des livres sur Marketplace. Il est encore nouveau, il est encore jeune un petit peu. Ce que j'aimerais, là, je ne sais pas si ça te tenterait, on se fait une soirée d'imaginer un monde meilleur avec la gang de Ça va mieux qu'on pense. Yes. Avec les gens, comme? Bon, on invite les gens, puis on se fait un genre de 5 à 7 de monde meilleur. Un peu au récit... Les nouveaux récits. Les nouveaux récits des soirées. La fresque des nouveaux récits. Ça ressemble un peu à ça. On pourrait faire quelque chose comme ça, mais plus dans le futur. Ça va mieux qu'on pense, oui. On pourrait lancer ça. Si ça vous intéresse, écrivez-nous. On a beaucoup d'activités, là, parce que là, il faut aller se promener en friperie. Oui, à Terrebonne. Oui, mais ça va être une activité très courte. Je connais la conclusion. Mais attends, peut-être qu'on va pas à la même place que d'habitude. Non, je sais. Allez, impressionne-moi. Je suis prête, puis je vais le porter dans un épisode. C'est ça. Je vais le dire. Faut que tu ailles à la télé là, avec ça. Oui, je pourrais aller à la télé. J'ai habillé en rien de neuf ici. Oui, je pourrais faire ça. Écoute, si ça se passe, je vais le faire. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment, je veux dire, oui, je vais trouver le mot. J'ai juste... cerveau en ébullition. Ça l'a ouvert mon esprit, puis en tout cas, clairement, ça se voit juste parce que je perds mes mots. Fait que merci pour ta présence et ton temps. Puis on vous recommande de lire le livre, peu importe de quelle façon vous le trouvez, rien de neuf. Ton livre que tu nous recommandes aussi, c'est Zero Altitude de Helen Coffey. On va mettre ça dans les détails de l'épisode. Oui. Puis on se revoit à un prochain épisode. Ça va mieux qu'on pense, tout le monde. À bientôt. Merci. Vous écoutez le balado Ça va mieux qu'on pense, épaulé par Enviro Connexion.